On fera un commentaire dans un instant. Il a bien dit que l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football n'a pas encore échappé au Cameroun. Il déclare que, il dit, je cite, je vais vous faire une promesse en qualité de l'un des vice-présidents de la commission d'organisation de la CAN. Je souhaite que rien de fâcheux n'arrive au Cameroun. Si le Cameroun construit à terme tous ses stades et ses aéroports, que les gens peuvent aller et venir sans problème et que la sécurité est garantie, le Cameroun est la destination où nous voulons être en 2019. Bon, je crois qu'on peut... Là, il a fait le travail de qui tu sais. Le porte-parole. Donc, je crois qu'à travers cette déclaration, c'est pas n'importe qui parle quand même, c'est l'un des vice-présidents. Mais par contre, la rumeur n'est pas partie du Cameroun. Parce que elle n'est pas partie du Cameroun, justement. La rumeur est partie justement d'une des icônes du football africain, notamment Ahmed Choubaï, qui est donc l'ancien gardien des pharaons d'Égypte, qui avait annoncé, vendredi passé sur son compte Twitter, qui a annoncé que la CAN sera organisée en 2019 par le Maroc. Et lui, il avait dit ça. Donc, une nouvelle qui a été d'ailleurs démenti par le Maroc et au Cameroun également. Ça a créé un vent de panique au sein des fans de football. Ça a créé une panique et la rumeur ne s'est pas arrêtée. Là, comme je disais, une autre source disait qu'on aurait envoyé un émissaire au Nigeria pour voir si on ne pourrait pas coabriter cet événement-là. Et là, on ne sait pas où on va. Mais là, je crois que je vais plus me fier à la version du vice-président qui dit que la CAN n'a pas encore échappé. Mais il y a des si les aéroports sont construits. Les hôpitaux sont bons. Nous serons prêts le jour dit. Le jour dit, il ne faut pas discuter, on sera prêt. Si on peut aller et venir. Bon, tous on va arranger ça. On va arranger ça. Okay. Puisqu'il y a une commission qui arrive au Cameroun le 12 et le 13 et qui va observer le niveau d'avancement de tous ces préparatifs qu'on nous apprenne, comme nous l'apprennent nos amis, nos confrères de Cameroun Infonet. Il faut rappeler que cette camp de football suscite pas mal de passion, pas mal de commentaires. Il y a beaucoup de pessimistes, il y a beaucoup d'optimistes. Il y en a qui disent que on verra. On verra. Il y a les si. Et surtout, il y a ceux qui sont optimistes. En période de campagne, il ne faut pas trop appuyer là-dessus pour nos gars. En tout cas, ça fera partie des commentaires du professeur Maurice Kamto dans un instant. Il dira ce qu'il pense de cette camp de football au Cameroun en 2019 et de tout ce qui tourne autour de cet événement sportif. Rappelons quand même qu'il y a une commission de haut niveau qui arrive au Cameroun pour inspecter. C'est la commission, d'ailleurs, on dit c'est la plus sévère, de la CAN. C'est elle qui va déterminer la suite. C'est elle qui me dira si on peut ou si on ne peut pas. On attend, on croise les doigts. La première était venue, on les a bien accueillis. Nous, on pense souvent qu'on peut. Non, on peut. Mais il y en a qui pensent qu'on ne peut pas. Non, on peut. Comment? Donc, si les travaux avancent. Si Eto'o le Cameroun peut. Si Eto'o le Cameroun peut. Oui, c'est comme ça. C'est ça. Eto'o peut. Le Cameroun peut. Si Paul Biya dit que le jour dit, c'est le jour dit. C'est comme ça. Pourquoi vous discutez? Ah, d'accord. Bon, on attend, mais sauf qu'il faut que tout ça se presse 6 mois avant. Ça sera prêt. Ouais. Tu as peur de quoi? Non, qui a peur de quoi? Mais presque tous les chantiers des stades seront livrés avant la fin de cette année. Donc, pourquoi vous paniquez? Non, personne ne panique. C'est aussi qu'on la rumeur qui annonce que Paul Biya sera là d'un moment à l'autre. Oui, c'est là. D'un moment à l'autre, parce qu'on voit déjà un mouvement de gens un peu... Il y a quelque chose. On met déjà la peinture dans la ville. Un peu compliqué à Bonanjola. Et à la peinture, est-ce qu'on remblait les trous? Tu as compris. Un peu compliqué autour de sa résidence de Bonanjola. C'est un genre... Et il y a de nouveaux visages que je vois depuis... C'est un genre bizarre. C'est comme si... quelque chose va faire, quelque chose... Peut-être qu'ils viendront visiter les chantiers de la CAN. Qui? Pour voir comment évoluent les choses. Qui? Puisqu'on a doublé les effectifs, maintenant on travaille de jour comme de nuit. Oui, bien sûr. On a commencé avec les structures métalliques. Bon, maintenant on attend toujours. Bon, en attendant, c'est Bamboutos qui va jouer la Coupe de la CAF. C'est ça qui est le plus important. Ouais. Même si la CAN n'est pas organisée au Cameroun, Bamboutos va jouer la Coupe de la CAF. On sait, on s'en va. compris. C'est comme vous allez distribuer les avocats là-bas. C'est ça qui est l'événement. Et vous allez jouer où? Allez, mesdames et messieurs, nous sommes sur la radio. Vous écoutez Radio Balafon sur le 446 de Canal Sat. Et bien sûr, téléchargez notre application sur Play Store. C'est gratuit, c'est genre. Radio Balafon officiel pour nous écouter de par le monde entier. Alors, nous sommes déjà en live sur Facebook. C'est bon, ils sont là. Radio Balafon officiel. On le voit pas. Mais pourquoi moi je ne les vois pas? Moi je ne vois pas les gens qui nous regardent là. Est-ce qu'ils ont dit bonjour au professeur Maurice Kamto déjà? Ouais. Ils ont déjà dit bonjour. Allez, ça va Ils attendent le professeur depuis pratiquement 3 jours qu'on a fait l'annonce sur la page Facebook. De Radio Balafon. Professeur Maurice Kamto, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bienvenue chez nous à Radio Balafon. Bonjour, merci. Ça fait longtemps qu'on attendait ce moment.
J'en avais pas eu l'occasion avant. C'est maintenant l'occasion nous a donné de vous avoir avec nous. On va essayer de comprendre. Justement, on va comprendre également votre démarche politique. Juste après la pub, mais avant, je voudrais présenter à nos auditeurs celui qui est dans ce studio. Maurice Kamto est né le 14 février. Vous comprenez, c'est un grand amoureux. Le jour de la Saint-Valentin. Et il est né le 14 février. Et celui qui va challenger la présidence est né le 13 février. Paul Biya est né le 13 février. Et Maurice Kamto est né le 14 février. Donc, alors, le marabout du quartier m'a dit que si Paul Biya est né avant Maurice Kamto, ça veut dire que ce sera Maurice Kamto. Mais comme ça peut ne pas être ça. Mais l'autre aussi dit que c'est ABC. C'est ce que le marabout de Abia et Cabral. C'est ce que le marabout du quartier m'a dit, que si Paul Biya est le 13 février et Maurice Kamto le 14, mais que les autres là comprennent qu'après Biya, ce sera Kamto. Mais en même temps que le sorcier de mon village m'a dit non. Mon fils, tu as été à l'école. Il faut respecter A, B, C. Hein? Donc après, Aïdjo A, Biya B, C, c'est Cabral. Et il y a des Mano et des D. Des Mano. Donc finalement, entre le marabout de mon quartier et le sorcier de mon village, je ne sais plus qui croire. Ça devient très compliqué en tout cas. Donc on sait une chose, c'est que le professeur Kamto est né le jour où les amoureux célèbrent leur fête. La fête des amoureux, le 14 février 1954 à Bafoussam au Cameroun. Il obtient une licence en droit public à l'université de Yaoundé et en 1980. Il obtient un diplôme d'études approfondies de droit public fondamental et un diplôme d'études approfondies de droit international à la faculté de droit de l'université de Nice en France. En 1982, Maurice Kamto est diplômé de l'Institut international d'administration publique à Paris. En 1983, il obtient un doctorat d'État en droit à la faculté de droit de Nice. En 1988, pour lui l'école ne finit jamais, il reçoit le prix de l'Académie des sciences d'outre-mer. Il est agrégé des facultés françaises de droit la même année. Il est successivement professeur aux universités de Yaoundé 2 en fonction depuis le 2 février 1988 de Ngaoundéré et depuis 1994 à l'université de Yaoundé. Il enseigne également à l'Institut des relations internationales, à l'ERIC et à l'École nationale d'administration et de magistrature, dont beaucoup de professeurs sont ses élèves. D'ailleurs, il en a rencontré à l'extrême nord, on en parlera. Est-ce qu'ils peuvent interdire sa manifestation? Ils vont seulement interdire. Il est enseignant. Il est régulièrement invité par plusieurs universités occidentales et africaines et il est membre du jury du concours d'entrée de plusieurs institutions. Alors, Maurice Kamto a une agent, conseil et avocat du Cameroun devant la Cour internationale de justice dans l'affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria, notamment le Cameroun contre le Nigeria, la Guinée équatoriale, intervenant dans cette affaire, souvenez-vous, de 1994 à 2002. Conseil et avocat de la République du Niger devant la Cour internationale de justice dans l'affaire de la frontière terrestre République du Bénin, République du Niger de 2003 à 2005. Son combat international est très puissant puisque Maurice Kamto est également conseil de la Guinée-Conakry dans l'affaire Diallo. Oui, contre la République démocratique du Congo. Donc lui, il est que dans les affaires internationales. C'est pas notre niveau là-bas. De 2003 à 2005. Conseil et avocat de la République du Niger encore devant la Cour internationale de justice dans l'affaire du différent frontalier Burkina Faso-Niger. Lui, ne gère que les affaires entre pays. Moi, j'ai un problème de terrain les affaires de couple. Nous, on gère les affaires de couple ici. Tel a dit que je suis sorcier, que mon mari sort la nuit. Lui, c'est les affaires inter-État qui l'intéressent. Donc, ce qui vous amuse. Quand tu es le CV d'un homme comme ça, c'est quoi ça? Les différents frontaliers. Dans la film, tu ne t'en sais pas. Lui, j'ai fait les affaires inter-État. Je suis dépassé. Donc, Maurice Kamto, c'est un juriste international. Pour si vous avez une affaire de divorce, voyez Maître Coco. Les affaires de terrain, voyez Maître Bojiko. Mais c'est les affaires inter-État, là, allez le voir. C'est son niveau là-bas. Donc, il est conseiller, je rappelle qu'il est, pour terminer, qu'il est conseiller de Guinée équatoriale, de Guinée-Conakry, dans l'affaire Diallo. Et je rappelle, c'est une affaire qui concerne la Guinée-Conakry contre la République démocratique du Congo de 2003 à 2005. Conseil et avocat de la République du Niger devant la Cour internationale de justice dans l'affaire du différent frontalier Burkina Faso-Niger de 2010 à 2012. Il est membre du curatorium de l'Académie de droit international de la Haye. De la Haye. Là-bas, là où il y a Laurent Gbagbo. Bon,
Sa formation, vous savez, licence en droit public, faculté de droit, Université de Yaoundé, là où ça vous a peut-être vous laisser. Hein? En 79, diplômé des hautes études internationales de l'Institut des hautes études internationales de Nice, certificat d'études supérieures des communautés européennes de l'Institut des hautes études internationales de Nice en 80, diplômé d'études approfondies de droit public fondamental en 1980, diplômé d'études approfondies de droit international, faculté de droit de Nice en 80, diplômé de l'Institut d'administration publique de Paris en 82, notamment options économiques et finances. Vous comprenez? Affaire très sérieuse. Doctorat d'État en droit, faculté de droit de Nice en France en 1983. Il a reçu de nombreux prix, notamment le prix de thèse de la faculté de droit de Nice en 83, le prix de l'Académie des sciences d'outre-mer en 88. Et comme qualification professionnelle, Maurice Kamto est agrégé des facultés françaises de droit en 88, avocat au barreau de Paris depuis 1997. Distinction honorifique, il en a eu, chevalier de l'ordre de la valeur du Cameroun, officier de l'ordre de la valeur, toujours en terre camerounaise, commandant de l'ordre national de l'ordre de la valeur au Cameroun, commandant de l'ordre de la valeur au Niger, chevalier des palmes académiques au Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, le CAMES, dans les applications là, doyen honoraire de la faculté de droit et des sciences économiques de l'université de Yaoundé 2. Voilà donc l'homme que nous accueillons dans cette émission ce matin. Depuis qu'on lit le CV, on a même dépassé le temps. Les auditeurs disent que ça fait 32 pages. 32 pages. Ça, c'est un CV. What comes to your mind when I say meal? A grounding meal. Okay. But what else? Millipede. Yes. Millipede. What else? Stop worrying me, man. What are you talking about? Orange money. Of course. Orange money. Tell me you're joking. Of course. 1 million puts a smile on any face. It makes life so simple. Until 31st October 2018, stand a chance to win 1 million francs every day by carrying out an Orange Money transaction of at least 10,000 francs. For more information, dial 951 or visit www.orange.cn. Orange. Papa, quand je serai grande, je serai docteur. Pour parvenir à réaliser un jour le rêve de ma vie, j'ai choisi le préscolaire SCB Soukoul, la solution bancaire de SCB Cameroun qui me permet de préparer sa scolarité en tout temps. J'ai pu bénéficier d'une procédure allégée pour faciliter l'obtention d'un prêt et d'un différé de remboursement de jusqu'à 3 mois. Ici, il n'y a pas de plainte. Bonjour à la communauté internationale. Oui, il y a tellement de messages. Avec les offres de crédit. Bonjour à tous. Bon, pour ça, là, c'est les Camerounais de l'étranger. Qui vous regardent. Bonjour les Camerounais de l'étranger. EcoBank poursuit sa lancée digitale avec Express Cash. On dit que les hommes vont finir à 12h. Le pauvre là à Limbe. Il a son rendez-vous à Limbe. EcoBank sans carte bancaire. Et oui, même si vous n'êtes pas client chez EcoBank, c'est désormais possible des retraits au distributeur sans carte bancaire. En 10 minutes, 267. Téléchargez l'application EcoBank mobile dès aujourd'hui sur Play Store ou Apple Store et accédez aux possibilités infinies. Rendez-vous sur ecobank.com pour en savoir plus. EcoBank, la banque panafricaine. Les gars disent que Bojiko, ça veut être trop long, mais tu laisses. Élie Demoiseau, tu es dans quel pays? Retrouveront leurs équipes de foot favorites. Précisez vos pays, les pays d'où vous nous écrivez. Précisez les pays. La famille sera réunie sur Canal Plus Famille avec moi, moche et méchant. Regardez, CV, comme toi, tous les sons ça comme ça, ok. Pour avoir plus de chaîne jeunesse, Man, c'est le CV comme ça. profitez de 7 Bravo le père. offertes avec la semaine généreuse. Plus d'informations dans votre boutique Canal Plus. Claire, c'est clair. City Sport en solde. Du 18 juin au 4 août 2018, soyez les premiers à bénéficier des remises dans nos magasins City Sport Aqua, City Sport Bonapriso et City Sport Yaoundé avec des prix accessibles à tous les niveaux. Des articles de fitness, running, natation, football et lifestyle ont été sélectionnés pour vous. N'attendez plus. Rendez-vous dans nos différents magasins City Sport. City Sport, le sport, la mode, la vie. Vivez les soldes, gagnez
quincaillerie Périssat. Offrez-vous des produits de qualité à des prix défiant toute concurrence. La folie des prix cassés est encore jusqu'au 4 août 2018. Jusqu'à 80% de remise appliquée sur plusieurs de nos produits. Sont concernés l'électroménager, la vaisselle, le linge de maison, le luminaire, l'outillage, le sanitaire, la visserie, la quincaillerie, le jardin, ainsi que les produits de beauté. S'offrir ce qu'il y a de meilleur et faire la différence. Il y a Paris, il y a les États-Unis. En vous approvisionnant durant ces méga soldes. Chicago, Angleterre, Allemagne, Dubaï. Bien, vous êtes bien installés dans vos fauteuils. Allez, nous sommes avec Maurice Kamto, professeur Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle dont on a brossé le curriculum vitae il y a un instant pour comprendre le parcours de l'homme qui aujourd'hui veut briguer la magistrature suprême du Cameroun. Au-delà des questions nationales, des questions d'intérêt de notre pays, mais je voudrais poser des questions, somme toute particulières à professeur Kamto. Une fois encore, bonjour. Bonjour. Je la poserai naïvement. Qui a conduit la délégation du Cameroun pour la création de la Cour pénale internationale à Rome, en Italie? Si mes souvenirs sont bons, et je crois qu'ils sont bons, le chef de la délégation était le ministre actuel de la Justice, le ministre Laurent Esso. Et j'étais le jurisconsulte, c'est-à-dire le conseiller juridique. J'étais le conseiller juridique de la délégation camerounaise. Mais il y a une rumeur qui dit que le Cameroun était à cette assise, mais le Cameroun n'est pas membre de la CPI. Dites-nous, vous, en tant que juriste, est-ce que le Cameroun est membre de la CPI? Non, le Cameroun n'est pas membre de la CPI. Nous sommes signataires de la Convention, mais nous ne l'avons pas ratifiée, donc nous ne sommes pas membres de la CPI. Pourtant, c'est le Cameroun qui a convaincu la plupart des pays africains d'adhérer à la CPI. Vous en faites partie, vous avez été de ceux qui ont convaincu d'autres nations africaines de ratifier le traité de Rome. Pourtant, le Cameroun n'est pas membre de la CPI. Est-ce que c'est pas un peu malin, ça? Je ne crois pas qu'il faille dire les choses de cette façon. Le Cameroun a joué un rôle important, je dirais même déterminant, à la CPI, parce que, je vais vous raconter une anecdote. Lorsque nous arrivions à la conférence, l'idée qui circulait et qui était un point d'achoppement, c'était est-ce qu'on va mettre l'agression comme un des crimes justiciable devant la Cour internationale de justice. Et l'Allemagne qui, au fond, à l'origine avait porté l'idée, avait retiré l'idée parce que les pays développés n'en voulaient pas. C'est la délégation camerounaise qui a repris l'idée, a préparé le texte qui a déclenché en fait le débat. Ensuite, il y a eu d'autres délégations comme les pays arabes, etc. Mais c'est le Cameroun qui a réellement promu l'idée d'introduire le crime de l'agression à la CPI. Et donc l'idée a été reprise, débattue, et lorsqu'elle a été endossée par le groupe des 77, c'est-à-dire des 77 pays en développement, l'idée a pu passer d'ailleurs tout à fait vers la fin de la conférence parce qu'on a mis en balance avec l'idée que s'il n'y avait pas le crime d'agression, alors certains États, certaines délégations ne signeraient pas la convention, ou alors on demanderait en contrepartie d'introduire l'utilisation de l'arme nucléaire comme étant un des crimes justiciables devant la Cour. Voilà ce qui s'est passé. Et nous avons joué un rôle d'autant plus important que votre humble serviteur a été désigné au sein du groupe africain comme représentant du groupe africain au sein du comité de rédaction. Donc c'est vraiment nous qui avons rédigé les statuts de la CPI. Évidemment, quand on dit que vous avez rédigé, vous recevez les positions des délégations venues de la plénière et vous mettez en forme juridique. Donc vous utilisez la technique de rédaction pour que l'on ait un texte qui soit, d'un point de vue de la rédaction, irréprochable. Alors le Cameroun n'a pas ratifié. Je pense que lorsqu'on est revenu, on a pris du recul. Le gouvernement, en tout cas les autorités, ont sans doute pris du recul sur une disposition, me semble-t-il. Je dois vous dire très franchement que je n'ai pas participé aux débats qui ont pu amener le gouvernement à ne pas ratifier. Mais ce que j'ai cru comprendre vaguement dans les coulisses, c'est que ça a chopé un peu sur l'article 27 qui dit qu'il n'y a pas d'immunité devant la Cour pénale internationale, y compris pour les chefs d'État en fonction. Et donc à partir de là, on a commencé à se dire, mais oui, mais ça c'est quelque chose de délicat. Ajouter à cela que la
plupart des puissances, il faut le dire aussi, n'avaient pas ratifié. Et on s'est dit... Y compris les États-Unis. Voilà, les États-Unis, la Russie, la Chine... Est-ce que la France a ratifié? La France et la Grande-Bretagne sont les 2 membres permanents du Conseil de sécurité qui ont ratifié. Les autres n'ont pas ratifié. Mais d'autres grands pays, y compris des pays comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite, n'ont pas ratifié. Hein, l'Iran et d'autres encore. Pour la gouverne camerounais moyen, est-ce qu'aujourd'hui la CPI peut poursuivre un dirigeant camerounais? Oui, mais absolument. Parce que la CPI a une compétence particulière qu'elle peut exercer vis-à-vis de tout chef d'État à travers une résolution du Conseil de sécurité. C'est en vertu justement d'une résolution du Conseil de sécurité que la CPI poursuit le chef d'État soudanais, M. Al-Béchir. Le Soudan n'a pas ratifié la Cour pénale le statut de la Cour pénale internationale, mais le Conseil de sécurité est parfaitement en mesure de voter une résolution ordonnant l'ouverture d'une procédure contre un chef d'État. Professeur Maurice Kamto, vous avez été dans les ateliers de mise en place de cette CPI aujourd'hui. Vous écoutez l'opinion africaine à propos de cette CPI, qu'en dites-vous? Est-ce que la CPI aujourd'hui, est-ce que vous avez pensé, vous, quand vous écrivez tous ces textes-là? Merci beaucoup de cette question qui est extrêmement importante. C'est une question qui est à la fois juridique et, j'allais dire, politique. Je commencerai par l'aspect politique. La justice doit être non seulement rendue, mais elle doit être perçue comme rendue. Et il y a eu une sorte de désamour ces dernières années des États africains vis-à-vis de la CPI, parce que le comportement de la CPI, et ça c'est une affaire de perception et non pas une affaire juridique, le comportement de la CPI a pu amener divers États africains à penser que c'était une cour finalement créée uniquement pour les Africains. Parce que aucun ressortissant d'aucun autre continent que l'Afrique n'est à l'heure actuelle poursuivi devant la Cour pénale internationale. Cependant que dans le monde, il y a d'autres endroits, d'autres pays, d'autres théâtres justement de violence où des infractions de nature pénales, justiciables devant la Cour pénale internationale sont commises ou ont été commises. Et les Africains se disent, pourquoi nous uniquement? Évidemment, on dit oui, la plupart des Africains qui sont devant la Cour ont été renvoyés devant la Cour par les Africains eux-mêmes, ce qui est vrai. Et c'est vrai que quand ça arrange les États africains, ils envoient leurs ressortissants devant la Cour. Mais il y a quand même eu quelques cas, et je pense en particulier au cas d'Omar Al-Béchir, qui a été envoyé devant la Cour par une résolution du Conseil de sécurité. Ce que l'on a critiqué d'ailleurs dans l'affaire Al-Béchir, moi, personnellement, d'un point de vue juridique, et c'est le deuxième aspect, c'est pas le fait que l'on ait pu poursuivre un président en fonction, puisque les statuts de la Cour le permettent, c'est que dans cette affaire, on poursuit, on lance donc la poursuite contre M. Al-Béchir, alors qu'il y a une initiative de l'Union africaine au Darfour, parce que n'oubliez pas que c'était en liaison avec la crise du Darfour. Donc il y a une initiative de médiation de l'Union africaine, et l'Union africaine écrit formellement à la Cour pénale, au Conseil de sécurité, pour demander la suspension des poursuites pendant 12 mois, ce que prévoit l'article 16 du statut de la Cour, et le Conseil de sécurité ne daigne même pas répondre. C'est quand même un État de 54, un continent de 54 États membres, dont plus d'une trentaine sont partis au statut de la Cour. Donc c'est grâce à eux quand même que le statut de la Cour pénale est entré en vigueur. Et donc de voir comme ça qu'on méprise tout un continent qui de surcroît est proche du théâtre d'opération, c'est-à-dire du Darfour, donc qui est plus apte à trouver les solutions. Je crois que beaucoup de pays africains, et nous-mêmes n'avons pas compris cela, et je crois que ça a été à l'origine de la désaffection. Cela a ensuite été amplifié par la situation au Kenya et dans quelques autres pays. Et quels sont, donnez-vous, à l'incarcération pendant 10 ans et la libération de Jean-Pierre Bemba et l'incarcération de Laurent Gbagbo sans les autres partis qui étaient présents justement dans le conflit ivoirien aujourd'hui? Votre question a deux aspects. Incarcération pendant 10 ans, nous dirons que c'est le cours de la justice. Et il y a au Cameroun aussi des gens qui sont en détention provisoire pendant de longues dates. Et on ne peut pas reprocher cela à la justice parce que c'est le temps de la justice qui est un temps généralement long, plus long que ce que nous pourrions souhaiter. Maintenant, l'autre aspect, c'est effectivement voilà des gens où, en particulier, dans le cas de la Côte d'Ivoire, mais d'ailleurs dans le cas de Bemba aussi, vous avez raison, puisque les autorités centrafricaines de l'époque avaient été à l'origine justement de l'intervention de Bemba, et on aurait pu penser que les poursuites s'étendraient à ces autorités. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, et ça c'est aussi des causes de la désaffection des Africains vis-à-vis de la Cour pénale internationale, on avait dit on instruira sans discrimination, sans distinction, dans les deux camps,
qui ont participé aux événements graves qui ont mis la Côte d'Ivoire dans la situation que nous connaissons. Et finalement, on se rend compte que seule une des parties, l'ancien chef d'État, M. Laurent Gbagbo, et un de ses ministres de l'époque, M. Blé Goudé, sont poursuivis devant la Cour pénale internationale, alors qu'il y a des acteurs de l'autre camp qui auraient pu être poursuivis, quitte à ce que la justice constate au bout des procédures qu'ils sont innocents, ces gens. Ça n'a pas été le cas. Et effectivement, c'est aussi une des causes de la désaffection et des critiques sévères des Africains vis-à-vis de la Cour. Est-ce que la CPI est indépendante? Est-ce qu'il n'y a pas l'émission de politique sur le judiciaire? Vous posez là également une question importante, mais en même temps difficile, parce que tant que vous n'avez pas d'éléments factuels qui vous permettent de dire qu'une juridiction n'est pas indépendante, il faut en parler avec prudence. Mais lorsqu'on poursuit les vaincus d'une guerre, les vainqueurs, eux, ils sont impunis. Oui, pourtant, ils ont commis aussi des exactions, 8 ans de rébellion, des viols, décapitations, des charniers, etc. Ils ne sont pas poursuivis, ils sont impunis. Mais on a l'impression que le politique a pris le pas sur le judiciaire, même à la CPI. Vous avez tout à fait raison de dire qu'au regard du comportement de la CPI par rapport à un certain nombre de crimes commis dans certains pays, on peut avoir le sentiment fondé qu'il y a une interférence du politique, effectivement. De quelle politique reste à savoir, mais effectivement, au moins dans ce cas-là, on a l'impression qu'il y a eu des interférences, pour ne pas dire plus, c'est-à-dire des pressions d'une nature ou d'une autre. Professeur Maurice Kamto est avec nous, c'est l'homme de droit que nous avons interrogé dans un instant. Nous allons, dans un très court instant, interroger l'homme politique, juste après cette pub. Tôt la rentrée scolaire. Comme chaque année, pour aider parents et enseignants à préparer la rentrée, il y a la bière 100% camerounaise Cadibière. Regardez sous le joint plastique de votre capsule et gagnez des kits scolaires, des bourses en cash de 25 000 francs, des couvertures pour votre santé d'une durée d'1 an et des milliers de bouteilles gratuites. Avec la Cadibière, vous serez prêt pour la rentrée scolaire. Avec le concours des assurances générales du Cameroun, AGC. Avec Cadibière, savourez la qualité. Cadibière, elle est 100% camerounaise, rien que pour vous. Every morning can be a challenge, but as the day goes on, you can be there to send hope and joy to your loved ones for a better future. That's the African way. Good news, you can now send your money again with MoneyGram in all our Freeland First Bank and partner agent locations across the country. MoneyGram, bringing you closer. Vous souhaitez la meilleure éducation possible pour votre enfant? Le groupe scolaire bilingue Monoma est la solution. Classé 3e meilleur établissement scolaire du littoral et premier dans l'arrondissement de Douala 3e, le groupe scolaire moderne bilingue Monoma offre un campus moderne et sécurisé avec des salles de classe entièrement climatisées, une bibliothèque bilingue, une cantine et une aire de jeu moderne, une infirmerie fonctionnelle et des minibus à la pointe. Le tout avec un personnel expérimenté et dévoué au suivi de votre enfant. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour la maternelle et le primaire. Notez bien, place limitée à 25 élèves par classe. Le groupe scolaire moderne bilingue Monoma est situé à Yassa, Douala, dans l'enceinte de la cité Maïtur. Contact 699 96 97 34 653 55 53 11. Groupe scolaire bilingue Monoma, plus que l'école, un cadre de vie agréable pour votre enfant. Il est 7h50 minutes sur l'ensemble du territoire de la République. Professeur Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle, est notre invité dans cette émission ce matin. Professeur, dites-nous, dans un contexte actuel, un contexte électoral qui est fortement décrié par certains partis politiques depuis des années, le temps monte sur le processus électoral inégalitaire, inéquitable, patati et patata. Je voudrais savoir, dans un contexte pareil, qu'est-ce qui vous motive déjà à vous engager en politique et à vous labriguer la magistrature suprême? Qu'est-ce qui amène un citoyen à un moment donné à s'engager en politique? C'est le diagnostic ou l'observation de la situation générale du pays. Vous observez, vous regardez la direction prise par les affaires du pays et vous vous dites à un moment donné, on n'est pas dans la bonne direction. C'est ce que j'ai fait personnellement et je me suis engagé dans la politique au sens de engagé dans un parti politique. Parce que je n'ai jamais été totalement absent de la vie publique. J'ai
chaque fois que c'était possible par le passé, donner ma position, exprimer mon opinion sur la marche des affaires du Cameroun. Parfois, on oublie que j'ai été le tout premier en 1990 à proposer un avant-projet de constitution pour la République nouvelle. C'est comme cela que ça s'intitulait. Et si vous prenez le journal Le Messager de l'époque, vous verrez cela dedans. Et alors que nous vivions sous une constitution de parti unique, et j'avais quand même pris le courage sur moi de dire il fallait que l'on sorte de cette constitution. Ça n'était plus acceptable pour un pays comme le nôtre. Ensuite, ça a déclenché tout le processus que vous connaissez. Diverses formations politiques ont proposé des projets de constitution, et puis il y a eu la tripartite et toute la suite que nous savons. Donc, on a toujours été présent dans la République. Mais à un moment donné, la position d'observateur, et j'allais dire, entre guillemets, d'intellectuel, si ce mot veut encore dire quelque chose, n'est pas suffisante. On pense qu'il faut mettre la main à la pâte. Il faut aller dans l'action politique, surtout quand on a le sentiment profond, au fond de soi, qu'on a quelque expérience. On a quelque expérience pratique, pour ne pas dire compétence, que l'on peut mettre au service de son pays à ce niveau-là. C'est cela qui vous porte. Maintenant, est-ce que le contexte le permet toujours? Ma réponse a toujours été la suivante. Si on attend que le contexte soit propice, cela n'arrivera jamais. Parce que, justement, la pratique veut que ceux qui détiennent le pouvoir à un moment donné, en particulier sur notre continent et dans notre pays, fassent tout pour le conserver. Donc, si vous attendez qu'ils créent les conditions pour que vous puissiez venir compétir pour gagner, cela n'arrivera jamais. Il faut donc s'impliquer aussi pour se battre, pour changer les règles du jeu. Et c'est pour cela que nous sommes engagés dans la politique, j'allais dire partisane. Et je crois, non pas à tort, parce que quand nous sommes sortis en 2012, aux élections de 2013, couplées législatives et municipales, notre parti politique, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, n'avait que 7 mois lorsque l'on convoquait le corps électoral. Pourtant, les Camerounais nous ont fait confiance, je peux vous le dire. Nous en sommes sortis avec un député à l'Assemblée nationale, suivant les résultats officiels, et avec des conseillers municipaux dans 5 communes. Mais à vrai dire, lorsque vous voyez nos scores, mais surtout lorsque vous savez dans quelles conditions nous les avons obtenus, nous aurions pu avoir au moins 3 députés à Yaoundé sur les 7 qui étaient en compétition. D'ailleurs, certains des commentateurs publics aujourd'hui, qui sont parmi nos contenteurs les plus féroces, sont de ceux qui avaient annoncé au lendemain des élections que le MRC partage les sièges des députés à Yaoundé avec le RDPC. Mais cela ensuite a été changé, tout comme nous avons gagné des municipalités à Yaoundé, 2 ou 3 de façon certaine. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait également changement des résultats, puisque à vous entendre parler, professeur Camto, on a l'impression que quelqu'un s'assoit quelque part et manipule les résultats, et que même si on a l'effort électoral fourni nécessairement pour gagner l'élection, le score ne dépend toujours pas du peuple qui vote et de ceux qui seront en compétition. Alors, est-ce que vous ne craignez pas que le schéma se reproduise cette année? C'est une crainte fondée. Mais je crois que la différence entre cette année et 2013, où nous allions, par exemple, pour nous, aux élections pour la première fois, c'est que nous avons appris. Nous avons appris de 2013. Et c'est parce que nous avons appris que dès le lendemain de cette élection, nous avons identifié tous les points faibles. Nous avons fait une proposition que nous avons adressée à toutes les instances compétentes de la République, à commencer par le président lui-même, au Premier ministre, au ministre de la Justice, au ministre de l'Administration territoriale, à Elecam, au délégué général de la Sûreté nationale, en disant voilà l'origine des fraudes, voilà ce qui tue la démocratie au Cameroun. Nous avons le temps devant nous de faire une réforme consensuelle du code électoral avant d'aller aux prochaines élections de 2018. Nous avons même déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale, comme nous le permet la Constitution, à travers notre unique député. Alors certains nous ont dit oui, mais est-ce que c'est pas ridicule, vous n'avez pas la majorité? Mais enfin, si c'était cela la démocratie, cela veut dire qu'il n'y aurait jamais de proposition de loi. Une proposition de loi, c'est que même des députés du groupe minoritaire introduisent une proposition de loi à charge pour l'Assemblée d'en débattre et par exemple de la rejeter. Mais on ne peut pas attendre à chaque fois d'avoir la majorité au Parlement pour contribuer à l'activité législative. Donc nous l'avons fait, mais nous n'avons pas été suivis. Néanmoins, nous avons identifié les points faibles. Et il vous souviendra qu'au lendemain de cette élection, j'ai tenu une conférence de presse où j'ai dit
Ce qui s'est passé en 2013 n'arrivera plus jamais parce que nous ne le permettrons plus jamais. Et le peuple camerounais ne le permettra pas. Parce que nous allons le sensibiliser, nous allons lui expliquer ce qui se passe. Mais surtout, un des points, c'est que nous avons observé que en réalité, l'opposition était en difficulté à toutes les élections parce qu'elle ne couvrait pas l'ensemble des bureaux de vote. C'est-à-dire qu'elle n'était pas présente disons même simplement dans la majorité des bureaux de vote. Et si vous n'êtes pas présent dans la majorité des bureaux de vote, dans notre contexte électoral, comment pouvez-vous espérer gagner? À partir de là, nous sommes mis au travail. Nous avons commencé à faire notre travail et nous l'avons fait sans relâche depuis 5 ans. Implanter notre parti de façon à être présent sur l'ensemble du territoire national. C'est pour cela que nous avons dit aux Camerounais, nous serons présents dans tous les bureaux de vote, ou en tout cas dans au moins 80 à 90% des bureaux de vote. Mais pourtant, vous avez eu la possibilité de pouvoir changer quelque chose. Ayant passé près de 8 années comme ministre délégué auprès du ministre de la Justice, n'était-ce pas là le bon moment pour vous de changer ce texte-là qui pose des problèmes à notre démocratie aujourd'hui? Vous avez un peu allongé, c'était 7 quand même. 7, oui, c'était un peu moins de 7. Donc un peu moins de 7. Oui, non, je vais dire, à un mois près, si on voulait attendre le 8 décembre, qui est la date où je suis entré au gouvernement, on dira que c'était moins de 7, pas près de 8. Donc, enfin, à 12 mois après, c'est pas grave. Oui. Qu'est-ce que j'aurais pu changer? J'ai toujours dit à mes compatriotes, j'ai fait ce que je pouvais faire, et croyez-moi, tout ce que je pouvais faire, et du mieux possible à la position où j'étais. J'étais ministre délégué. Je n'ai jamais été ministre de la Justice, garde des Sceaux. Quand vous êtes ministre délégué, vous êtes délégué auprès d'un chef de département, qui à l'époque était le vice-premier ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et ceux qui en doutent peuvent interroger ceux qui sont encore au gouvernement à l'heure actuelle comme ministre délégué. Allez regarder même dans l'organigramme des départements ministériels. Que peut faire un ministre délégué? Je veux bien qu'on me charge, n'est-ce pas, mais ne me demandez pas de porter plus que je n'en peux, parce que je ne pouvais faire que ce que je pouvais faire. Alors, qu'est-ce que je pouvais faire au ministère de la Justice? J'ai toujours dit aux Camerounais, et je tiens à rappeler ici, n'en déplaise à ceux qui peuvent dire autre chose ou raconter autre chose. Je comprends bien qu'en période électorale, ce soit la période propice pour faire des coups bas et dire n'importe quoi. Mais j'ai toujours dit, à mon analyse, je suis entré au gouvernement en 2004, le 8 décembre 2004, à cause et pour le dossier dit Bakassi. Parce que j'étais doyen de la faculté de droit quand on m'a nommé. Mais songez que pendant un certain temps, j'ai conduit, en ce qui me concerne, les délégations techniques, notamment aux négociations pour la mise en œuvre de l'arrêt, dans ma position de doyen de la faculté. Alors que du côté du Nigeria, c'était un ministre de la Justice, Attorney General, comme on l'appelle là-bas. Il y avait donc une asymétrie dans le niveau de représentation. Mon analyse, c'est de dire, je pense qu'à un moment donné, les autorités de notre pays, et en particulier le président de la République, a dû constater, ou on a dû lui suggérer qu'il fallait peut-être quelqu'un du même rang, ou d'à peu près du même rang, en tout cas du niveau gouvernemental, pour conduire les choses de notre côté. Et que je suis entré au gouvernement de cette façon-là. Je sors d'ailleurs d'une réunion de la commission mixte Cameroun-Nigeria de l'hôtel Hilton lorsque le gouvernement tombe. À 17h, j'étais en train de rentrer chez moi. Donc, vous n'avez pas été consulté avant? J'ai été informé la veille. On m'a appelé la veille en disant... ministre? Oui, ça, on vous dit non, vous serez au ministère là. Est-ce que, vous serez pour être au ministère de la Justice, voilà. Et donc, effectivement, à l'époque, je pensais peut-être, d'ailleurs, il n'y avait pas de ministre délégué, donc je ne pensais pas que j'aurais été ministre délégué. Donc, si on vous dit que vous allez à la justice, vous allez à la justice. Peut-être si j'avais été titulaire de la fonction, j'aurais accepté que l'on me fasse porter tout ce qu'on veut me faire porter aujourd'hui, y compris, j'entends dire que c'est moi qui ai massacré les jeunes en février 2008, ce qui est tout simplement extraordinaire, parce que je suis donc devenu le ministre en charge des questions de sécurité, le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la justice, tout ça moi-même, moi seul. Bon, très bien. Mais justement, votre passage au ministère n'a pas manqué de laisser des traces. La fameuse affaire des 14 milliards pour le nouveau code de procédure pénale, le code pénal, le code nouveau civil et le nouveau code civil, je pense bien. Alors, c'est quoi cette affaire de 14 milliards et votre cabinet Brain Trust? Très bien. Mais avant d'y venir, vous avez demandé qu'est-ce que j'ai fait au ministère de la Justice. Oui. Donc, en dehors du dossier Bakassi, je pense que nous avons fait des choses dont nous pouvons être vraiment fiers. Au département, au ministère de la Justice, j'étais en charge
de la direction des droits de l'homme, direction dont nous avions suggéré la création et qui avait été acceptée et créée. Nous étions en charge de la direction de la législation, c'est-à-dire donc tout ce qui est écriture, rédaction des textes, et nous étions en charge de la direction des professions judiciaires. Voilà les 3 directions. Et je crois pouvoir dire que pendant que nous étions au ministère de la Justice, notre record en matière de protection des droits de l'homme n'a jamais été aussi élevé. Nous avions, par exemple, atteint pratiquement toutes les exigences de ce qu'on appelle le Millennium Challenge Account, et le respect des droits de l'homme était un des critères majeurs, grâce effectivement non seulement au dispositif institutionnel, mais au travail que nous avons fait avec les procureurs, etc. Nous avons rédigé, et je ne peux pas vous dire, nous avons mis en place toute la réforme qui était prévue par la Constitution de 1996 en matière de justice, c'est-à-dire le texte organisant la Cour suprême, les tribunaux administratifs, les tribunaux administratifs régionaux, les tribunaux régionaux des comptes, les textes organisant la Chambre des comptes, et j'en passe. On n'a jamais eu une production législative aussi importante au ministère de la Justice que pendant la période où nous avons servi. Maintenant, sur l'affaire de 14 milliards, sur laquelle vous voulez bien revenir, j'ai dit, et je répète ici, j'espère que je ne continuerai pas à répondre à cette question pour le restant de mes jours, parce que je crois que les Camerounais m'ont bien compris là-dessus, et puisque votre radio me repose la question, j'y réponds. L'affaire dite des 14 milliards. D'abord, la première chose, c'est qu'il n'y a jamais eu de 14 milliards pour quoi que ce soit. Il faut commencer par là. Et je ne comprends pas pourquoi la presse revient avec cette appellation. Parce que parler de 14 milliards, c'est comme s'il y avait quoi que ce soit à un moment donné de l'histoire du ministère de la Justice qui avait été payé à 14 milliards. Je crois que l'actuel ministre de la Justice, garde des Sceaux, lui-même a dit, faites attention à la diffamation. Parce que dire 14 milliards, il faut d'abord vous demander à combien se montait le budget du ministère de la Justice à l'époque pour que moi seul, je détourne 14 milliards. Pour que moi seul, je m'octroie un marché de 14 milliards. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, de quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit d'un marché et d'élaboration, non pas d'un code, parce qu'on vous a dit, j'ai pris 14 milliards pour la rédaction du code pénal, mais non pas de la rédaction d'un code, mais de 3 codes. Le code civil, le code de procédure civile et la refonte du code pénal, en français et en anglais, je tiens à souligner. Le marché a été octroyé par appel d'offres, ce n'était pas un marché de gré à gré. Donc on a rendu public, le Cameroun Tribune dans lequel le marché a été publié existe, il y a eu réponse, donc on a fait ce qu'on appelle le shortlist des cabinets qui offraient le plus de perspectives de compétences, et on en a, je crois, on en a retenu 3. Pendant que ce marché se déroulait, j'ai toujours dit, j'étais pas au Cameroun, je suis parti je crois que c'est en septembre, dans une délégation dans laquelle d'ailleurs il y avait le président de la République parce qu'il allait au sommet de la francophonie, et moi j'allais à un sommet du Conseil des ministres de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Donc je représentais le Cameroun au sein de cette organisation, et on était en train de réviser le statut de l'OHADA. On l'avait fait, mais on a chopé sur un point qui était le problème de la langue. Et une formulation avait été proposée qui disait qu'en cas de divergence entre 2 textes, la version française prévaut. Et moi, au nom du Cameroun, je m'étais opposé à cela en disant, nous sommes un pays bilingue. Et dans notre pays, les 2 langues, le français et l'anglais, sont équivalentes. Donc si je dis que le français prévaut, je ramène un problème chez nous. Et donc, je vais pas mettre mon pays en difficulté avec une réforme comme celle-là. Il faut dire que toutes les langues se valent. Et il y avait eu un blocage dessus, et c'est finalement à Québec, au sommet de Québec, qu'on a débloqué. Donc, j'étais parti en septembre au Québec, au Canada, à Québec, pour cette réunion de l'OHADA. Et heureusement, finalement, notre position a été comprise, et c'est cette réforme qu'on a dit, bon, les langues se valent, français ou anglais, c'est équivalent. De là-bas, je suis allé directement aux États-Unis, à New York, parce que c'est l'année 2008, c'est l'année où j'étais candidat à la Cour internationale de justice comme juge à la Cour internationale de justice. Et bon, je vous passe les péripéties de ma candidature, peu importe. Donc je suis resté pour battre campagne, d'abord parce que ma candidature avait été présentée tardivement. Et donc je suis allé... Qui devait la présenter? C'est le gouvernement qui présente.
Donc pour des raisons, pour diverses raisons, y compris des hésitations, moi-même est-ce que je voulais aller, je voulais pas aller, le dossier est arrivé assez tardivement. D'autres candidats étaient déjà en piste, donc il fallait vraiment battre campagne, ce que nous avons fait donc pendant le mois d'octobre et de novembre, parce qu'il s'agit de faire le tour de toutes les missions diplomatiques représentées aux Nations Unies. Et croyez-moi, en la matière, il n'y a pas de petit État, parce que même si c'est une petite île perdue du Pacifique, c'est un État, une voie, pardon. Et donc, nous devions battre campagne, ce que nous avons fait pendant cette période. Et je crois que c'était une campagne extraordinaire, parce que bien qu'étant parti tard, pendant les élections, il a fallu 3 ou 4 tours. Et après, nous avons retiré, parce que bon, l'Afrique risquait d'ailleurs de perdre le siège si nous persistions dans notre candidature, puisqu'il y avait un blocage au sein du Conseil de sécurité. Vous savez que pour l'élection des juges à la Cour, c'est une double élection. Il y a élection au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale. Et les deux, j'allais dire, instances doivent donner la majorité à un candidat pour que ce candidat soit élu. Donc il y avait blocage au Conseil de sécurité. Donc il y avait une divergence entre celui qui avait la majorité au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale. Nous avons retiré le gouvernement a décidé à un moment donné qu'on retire ma candidature, ce qui était d'ailleurs une décision tout à fait normale. Donc je reste. Je rentre après les élections. Je crois que les résultats des élections tombent en début décembre, ça doit être le 5 si je me trompe. J'ai d'ailleurs encore les preuves de mon voyage, de mon déplacement jusqu'à aujourd'hui, et donc ça peut être prouvé. Donc pendant cette période, je n'étais pas là. Alors, quand je rentre, et excusez-moi, j'ai omis de faire une précision qui est importante, parce qu'on parle de 14 milliards. Je rappelle que le marché était un marché de 74 millions de francs CFA, hors taxes, et 89 millions, toutes taxes comprises, TTC. Donc, il n'y a jamais eu de milliards, il n'y a jamais eu encore moins 14 milliards, c'était une affaire de moins de 100 millions de francs CFA. Pour 3 codes à rédiger en français et en anglais, par un groupe d'experts parmi les plus réputés de notre pays, et dans le cas du cabinet Brain Trust, dont je n'ai jamais nié que j'étais un des fondateurs, je n'ai jamais nié, dans le cas de Brain Trust, avec des experts étrangers. Et c'est pour cela que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a dit, c'est le meilleur. Quand les gens ont voulu chipoter en demandant, il a dit, c'était le meilleur des cabinets. Vous avez eu la meilleure expertise possible pour rédiger ces codes. Mais moi, je n'étais pas impliqué dans tout cela. Parce que depuis qu'on m'a nommé au gouvernement le 8 décembre 2004, je n'ai plus jamais mis les pieds à Brain Trust. Donc, Brain Trust fonctionnait avec comment on appelle ça, avec un gérant qui n'a jamais changé, j'ai jamais été gérant, et donc qui pouvait répondre ou ne pas répondre à des appels d'offres. Étiez-vous au courant que Brain Trust allait soumissionner? Non, Brain Trust soumissionne, comme il soumissionne dans beaucoup d'autres, comment dirais-je, à beaucoup d'autres appels d'offres sans me demander mon avis. Et quand Brain Trust gagne de l'argent, est-ce que vous avez votre quote-part? Mais bien sûr, c'est tout à fait naturel. Je suis partie prenante du cabinet. Je n'avais pas retiré ou vendu mes parts dans le cabinet. Donc ce qui se passe, c'est que je rentre et j'apprends que le marché a été attribué à Brain Trust. Dans un premier temps, d'ailleurs, je voulais écrire une correspondance pour dire non, ça n'est pas possible, je suis au ministère de la Justice. Quoi que vous fassiez, on dira, les Camerounais diront que c'est parce que je suis au ministère de la Justice que ce cabinet qui a déjà gagné plein d'autres contrats avec des organisations internationales comme la Banque mondiale, le PNUE, qui travaille avec le secteur privé, avec des banques dont je me garde ici de citer le nom, c'était pas un cabinet qui avait été créé pour la circonstance. Brain Trust avait été créé en 1994. Et donc avait une large expérience internationale, et donc quand je rentre, je me dis, moi je connais le tempérament national, quoi que je fasse, on pensera que c'est parce que je suis au cabinet Brain Trust, au ministère de la Justice, que le cabinet Brain Trust a gagné ce marché. Donc dans un premier temps, je vais écrire une correspondance, et puis bon, je m'ouvre à quelqu'un qui me dit non. Vous savez, les hommes, si tu écris, ton patron, qui était donc le vice-premier ministre de la Justice, garde des Sceaux, va croire que tu as un problème ou que tu as quelque chose contre lui. Donc moi, je vais le voir dans son cabinet. Je lui dis, Monsieur le Premier ministre, pendant mon absence, il semble qu'un marché a été attribué au cabinet Brain Trust. Vous savez que je suis un des fondateurs. Je vous dis vraiment de mémoire ce que je lui ai dit. Vous savez que je suis un des fondateurs du cabinet Brain Trust et que ce sera mal perçu. Donc, regardez, il m'a posé 3 questions et je vous les répète. La première question, c'est: le marché a-t-il été attribué
par appel d'offres, sur appel d'offres ou de gré à gré. J'ai dit, je crois qu'on m'a dit que c'était par appel d'offres. Même pas je crois, enfin, je sais et je savais que c'était par appel d'offres. Donc, ça a été attribué par appel d'offres. Il me dit, donc, ce n'est pas de gré à gré. J'ai dit oui. Il dit, donc, on a attribué le marché au meilleur. Deuxièmement, il me dit, est-ce que vous êtes membre de la commission de passation de marché du ministère de la Justice? J'ai dit non, parce que cette commission de passation de marché était présidée par le secrétaire général du ministère. J'ai dit non, je ne suis pas membre de la commission de passation de marché. Il dit, quel est donc non. Donc, en fait, il dit, donc, ce n'est pas vous qui avez attribué le marché. Troisièmement, il dit, est-ce que c'est vous qui signez l'attribution de marché au ministère? J'ai dit, non, c'est vous. Il dit, ok, mais quel est donc votre problème? Voilà les 3 questions qu'il me pose et je vous les répète aujourd'hui. Et j'ajoute que tous ceux qui, ensuite, pour une raison ou pour une autre, ont voulu jeter l'anathème, je rappelle toujours que si un des 3 concurrents n'était pas satisfait des conditions de passation de marché, il avait la possibilité, comme le prévoit la législation, d'attaquer, de contester, vous pouvez toujours le faire devant un organisme. Donc, ça n'a jamais été le cas. Et on peut reconnaître que le travail a été fait, les 3 codes ont été livrés, les marchés ont été réceptionnés et il n'y a eu jamais d'objection de la part du gouvernement. Donc, je voulais juste apporter cette précision. Voilà. Pour ça, quand on dit, moi, vous quittez le gouvernement après quelques années passées à collaborer avec le chef de l'État. Pourquoi vous partez du gouvernement? Vous décidez de démissionner. Ce n'est pas Légion au Cameroun. Après Gaga Laman, c'est vous qui avez eu l'audace de démissionner du gouvernement Biya. Après également Titus Lezoa. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à partir? Je crois que c'est un homme politique d'un pays que nous aimons citer, enfin, dont nous aimons citer l'exemple, qui a dit un jour, un ministre, ça la boucle ou ça démissionne. Si vous n'êtes plus d'accord, vous partez. Et je pense que dans mon cas, très clairement, je n'étais pas en phase avec les orientations, la trajectoire que prenait l'évolution des affaires de notre pays. Il y a un certain nombre de choses que vous acceptez, vous encaissez, vous taisez tant que vous êtes membre du gouvernement. Parce que je dis toujours aux gens, un gouvernement, ce n'est pas une auberge espagnole où on entre, on sort comme cela. Donc vous devez accepter un certain nombre de choses qui peuvent ne pas être tout à fait en phase avec ce que vous espérez. Mais il y a des limites. Donc, lorsque vous atteignez les limites que vous ne pouvez plus accepter, vous devez partir. Et donc, il y a pu se passer des choses avec lesquelles j'étais en désaccord, mais je devais effectivement montrer que on n'est pas aussi fragile. Dès qu'on est en désaccord, on claque la porte, parce que ceux qui demandent qu'on démissionne à tort ou à travers, ou au premier, doivent savoir que la conduite, je le dis toujours, la conduite des affaires d'un pays, ça n'est pas une chose facile. Vous ne vous réveillez pas tous les matins avec des dossiers faciles à traiter. Donc, parfois, vous allez prendre des décisions qui ne vont pas plaire à une partie de l'opinion. Pourtant, il faut assumer. Donc, on ne démissionne pas du premier coup à la moindre incartade. En revanche, lorsque toute analyse faite, vous estimez que vous ne pouvez pas continuer, vous le faites. Et je pense que lorsque je prends ma décision, je crois que vraiment, j'étais plus en phase avec la manière dont nous conduisions, en fait, dont les affaires du pays étaient conduites. Vous rentrez donc dans l'opposition, on va comprendre justement. Quel est votre projet politique? Vous êtes candidat à la présidentielle de 2018. Vous avez commencé à sillonner le pays pour certainement toucher du doigt la réalité des populations du Cameroun. Votre projet politique, on va le décliner dans un instant et on va essayer de comprendre justement comment vous comptez vous y prendre pour redresser le Cameroun. Et même, on va aller dans les fondamentaux du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. De quelle renaissance parlez-vous? On vous écoutera sur ces questions juste après cette chronique de Roland Sapi que certainement vous connaissez très bien. Professeur, 700 personnes vous regardent en direct. C'est le record. Vous avez... Bonjour.
Le président de la République a signé mercredi 1er août 2018 le décret portant organisation du ministère de la décentralisation et du développement local, 5 mois exactement depuis la création de ce département ministériel lors du réaménagement gouvernemental survenu le 2 mars 2018. Ce décret, présenté par le quotidien Cameroun Tribune dans son édition du 2 août, comme signe de l'accélération de la décentralisation et dans la réalité le énième acte législatif pris en faveur d'une notion devenue comme un serpent de mer, impossible de cerner définitivement. Calendrier en main, cette décision se prend ainsi 22 ans exactement depuis qu'on parle. C'est la même chose, ça. Bien sûr. Ah, d'accord, ok. L'idée n'est au cours de la conférence tripartite. Mais c'est mon live qu'on partage là, je dois. Ah bon, ah, ok, d'accord. Sur lesquels s'est appuyée l'élaboration de la Constitution de 1996, dans laquelle la notion de la décentralisation est actée officiellement pour la première fois en ces termes. Je cite: la République du Cameroun est un État unitaire décentralisé, d'après l'alinéa 2 du tout premier article. Depuis l'adoption de la Constitution, 9 lois et décrets au total ont été jusqu'ici votés et signés, tout en rapport avec la mise en application effective de la décentralisation. 8 ans après la Constitution, on a les 3 lois du 22 juin 2004. L'une portant orientation de la décentralisation, la deuxième fixant les règles applicables aux communes et la troisième fixant les règles applicables aux régions. 2 ans après, on a 2 autres lois, le 14 juillet 2006, l'une fixant les conditions d'élection des sénateurs et l'autre le mode d'élection des conseillers régionaux. En 2009, on a la loi du 10 juillet portant régime financier des collectivités décentralisées et celle du 15 décembre portant fiscalité locale. Et en 2010, le décret du 1er juin fixant la nomenclature budgétaire des collectivités territoriales décentralisées. Parmi ces textes, le cadre est fixé par la loi portant orientation qui précise à l'article 2 alinéa 1 que la décentralisation consiste en un transfert par l'État aux collectivités territoriales décentralisées des compétences particulières et des moyens appropriés. Et l'article 3 alinéa 1 spécifie que les collectivités territoriales de la République sont les régions et les communes. Depuis l'Allemagne. À côté des textes, le pouvoir a également créé en 2004 un organe dédié, le Conseil national de la décentralisation, présidé par le Premier ministre. En 2008, le décret portant son organisation et son fonctionnement est signé, indiquant qu'il est composé de 15 ministres, 4 membres du Parlement et 2 membres du Conseil économique et social. Il est supposé assurer la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de la décentralisation au Cameroun avec un rythme de fonctionnement de 2 réunions par an. Les partenaires au développement sont même venus au secours du gouvernement dans la mise en application de la décentralisation avec le programme d'appui à la décentralisation et au développement local PADEL, le programme d'appui aux capacités décentralisées de développement urbain PARDU ou le programme national de développement participatif PNDP. L'arsenal juridique est donc impressionnant pour la seule décentralisation. Mais les effets restent invisibles. Aucune région ou commune ne peut dire à ce jour quelle vit les réalités de la décentralisation. D'ailleurs, les régions attendent toujours d'avoir les conseils régionaux et des gouverneurs des régions élus localement. Aujourd'hui, plus que jamais, le pouvoir de Yaoundé ne sait pas quoi faire de cette notion. Elle est devenue gênante, source de conflits et de défis, porteur des gènes de revendications des maires et autres, surtout synonyme de perte du pouvoir de certains départements ministériels à Yaoundé, où les fonctionnaires freinent des 4 fers pour que le processus n'aboutisse pas, un processus qui est en marche depuis 22 ans exactement. Et les problèmes que la décentralisation était censée résoudre restent d'actualité. Dans la ville de Douala par exemple, une route peut se dégrader jusqu'à former des points de piscine en saison de pluie, personne ne semble se soucier. La mairie d'arrondissement prétend ne pas avoir les ressources et se défausse sur la communauté urbaine. Celle-ci oriente les plaintes vers les ministères, soit des travaux publics, soit du développement urbain et de l'habitat. Finalement, on se perd dans les attributions des uns et des autres. Difficile de définir avec exactitude quelle institution a compétence pour faire quoi. Pourtant, une décentralisation stricte et ferme aurait réglé le problème. Et pendant que les compétences se promènent en l'air, c'est ainsi que les budgets sont aussi interceptés et dilapidés, finalement par on ne sait qui. La création du ministère de la décentralisation est le dernier acte législatif en la matière. Et il a fallu attendre 5 mois pour produire l'organigramme après avoir nommé le ministre longtemps avant. La lenteur observée à tous les niveaux du processus laisse penser que la décentralisation est devenue un objet d'embarras entre les mains du gouvernement. Outre l'annonce officielle de la volonté de mettre en place une organisation du territoire efficace et plus proche des habitants à travers ce processus, l'État continue encore aujourd'hui d'exercer le pouvoir au niveau communal à travers ses représentants, délégués du gouvernement, sous-préfets, services déconcentrés, et n'entend pas ce
réfugier aux exigences de la décentralisation bien appliquée ailleurs avec bonheur reste au Cameroun un processus. L'homme si est l'espoir du... Pour qu'il passe d'abord une commission, Là, c'est la RDC. Il y avait aussi le Soudan, la Tunisie qui regarde. La RDC. faut le savoir. Quelqu'un demande de venir assiéger la radio pour qu'on fasse un verre de foule. Il y a quelqu'un qui demande d'assiéger la radio. Merci de l'intérêt que vous accordez à cette émission Sacré Matin sur Radio Balafon qui reçoit ce matin le professeur Maurice Kamto, candidat déclaré à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Bonjour. Oh, franchement. Ce sont les Camerounais de la diaspora. Oui, merci beaucoup. Merci. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes très nombreux à nous regarder. Par milliers de vues selon les différents comptes Facebook et également sur le compte officiel de Radio Balafon. Merci de nous regarder de par le monde entier. Alors, Président Maurice Kamto, vous vous engagez à la présidentielle en 2018. C'est dans quelques jours l'élection, le 7 octobre prochain. Mais la question qui taraude les esprits des Camerounais, c'est de savoir de quelle façon vous y allez. Lorsqu'on parle de plus en plus de coalition, il y en a qui estiment qu'on n'a pas besoin d'une coalition pour venir à bout de son adversaire politique. Et vous, que pensez-vous de ce procédé électoral, notamment la stratégie de l'opposition? Merci. Avant la pause de tout à l'heure, vous aviez évoqué le problème de la démission. Si je ne saisis pas l'occasion de votre émission pour dire deux mots là-dessus, je pense que je manquerai à mon devoir disons, d'éclairage de l'opinion. Il n'y a que dans notre pays où l'on considère la démission d'un ministre d'un membre du gouvernement qui ensuite peut avoir des ambitions politiques ou construire un parti politique pour aller à la conquête du pouvoir comme un crime de lèse-majesté. Nulle part ailleurs au monde cela ne se voit. J'entends au Cameroun, on parle par exemple beaucoup du président français Macron. Mais tout le monde oublie qu'il a été non seulement secrétaire général adjoint de l'Élysée, mais ministre de l'économie, qu'il a démissionné et qu'il a construit un mouvement alors même qu'il ne savait pas encore à ce moment-là, si le président qui avait fait de lui ministre, c'est-à-dire M. Hollande, se représenterait ou pas. Et tout le monde a trouvé cela normal. Que le président Macky Sall du Sénégal avait été premier ministre du président Abdoulaye Wade, qu'il avait été président de l'Assemblée nationale, qu'il avait occupé les plus hautes fonctions dans son régime, qu'il a démissionné, qu'il a construit un parti politique pour se présenter contre le même président Abdoulaye Wade, qu'il a d'ailleurs gagné à l'issue des élections, de l'élection présidentielle sénégalaise. Et il n'y a plus de procès. Il n'y a qu'au Cameroun. Nous sommes parfois paradoxaux, contradictoires. Nous voulons une chose et son contraire. Je voudrais que l'on prenne cela comme quelque chose de naturel et simple. Qu'on peut servir son pays à diverses positions, y compris au sein du gouvernement, et ensuite marquer son désaccord parce qu'on pense qu'on est porteur d'un projet différent et d'une ambition différente pour son pays. Donc je voudrais que l'on ferme ce chapitre qui parfois donne lieu à des incompréhensions. Oh oui, il a été au gouvernement, il est disqualifié pour faire quoi que ce soit. Et d'ailleurs souvent, on s'abstient d'examiner, de chercher ce que vous avez fait pendant que vous étiez au gouvernement. On condamne le seul fait que vous ayez été au gouvernement. On ne peut même pas se dire ça a été l'occasion d'une expérience. Parce qu'on ne gère pas aussi l'État sans l'expérience. Parce que croyez-moi, vous pouvez même être le meilleur chef d'entreprise et ne pas savoir comment on gère un État parce que c'est un exercice totalement différent, croyez-moi. Et donc, je pense qu'il faut que nous soyons de temps en temps cohérents, que nous soyons plus ouverts, que nous soyons tolérants, et puis aussi que l'on s'efforce de voir le bon côté des choses. Ceci dit, moi, je n'ai jamais renié mon passage au gouvernement. Je dis toujours aux Camerounais, voici ce pourquoi je suis entré au gouvernement, d'après mes analyses, et voici ce que j'ai fait
pendant que j'étais au gouvernement et cesser de me faire porter un chapeau qui n'était pas le mien. J'aurais bien voulu être Premier ministre et qu'on m'impute tout. J'aurais bien voulu être ministre de l'administration territoriale ou même ministre titulaire de la justice et qu'on me reproche tel ou tel procès. J'étais au ministère de la Justice, l'opération Épervier se déroulait, moi je l'apprenais par la presse comme tout le monde. Et pourtant on va venir me l'imputer. Les gens m'ont dit c'est toi qui as été à l'origine de la révision constitutionnelle de 2008. Soit c'est de l'ignorance, c'est excusable, un peu, c'est parce que nous pourrons être ignorants sur des choses, mais soit c'est de la mauvaise foi, c'est extrêmement grave. Parce que, personne, alors même que j'étais et je suis constitutionnaliste, personne ne m'a jamais consulté là-dessus. Personne n'a jamais demandé mon avis pour la révision de 2008. 2, la révision, le texte de la révision n'était même pas préparé au ministère de la Justice. Vous pouvez vérifier. C'était préparé où? En tout cas, de façon certaine, je peux vous dire que ce n'était pas au ministère de la Justice. Peut-être dans d'autres administrations, il y en a plusieurs. Ça pouvait être préparé à l'administration territoriale, ça pouvait être préparé dans les services du Premier ministre ou à la présidence. Mais ça n'était certainement pas au ministère de la Justice. Et je vais vous dire, moi j'ai refusé en 2008 de participer à tout débat sur la révision constitutionnelle. Pourquoi? Parce que je ne voyais pas comment moi, membre du gouvernement, spécialiste des questions juridiques, du droit public, de droit constitutionnel. Ma thèse est une thèse de droit constitutionnel. On pouvait faire la révision sans me consulter et me demander ensuite d'aller sur les plateaux de télévision pour en parler. Or, aujourd'hui, ceux qui croient pouvoir tromper le peuple camerounais savent pertinemment que tous ceux qui comptent et qui ont la moindre compétence en droit constitutionnel à cette époque-là se sont exprimés là-dessus, d'une manière ou d'une autre, soit sur les plateaux de télévision, soit dans les journaux. Sauf moi. Mais on oublie de le dire. Au contraire, on veut faire croire que c'est moi qui ai conduit la réforme de 2008. Donc je crois qu'il faut à un moment donné, ce n'est pas en trompant et en mentant au peuple camerounais qu'on peut avoir sa confiance pour conduire les affaires du pays. Je crois qu'on doit respecter ce peuple parce que moi, chaque fois ce que je vous dis, M. Boujiko, vous pouvez vérifier à travers les archives de la République. Vous pouvez vérifier aujourd'hui ou demain. Mais je ne voudrais pas que les Camerounais se trompent sur des personnalités et se mordent les doigts plus tard, parce que les archives leur ont dit la vérité. Ils ont la possibilité, dès à présent, même à travers des journalistes aguerris comme vous ou d'autres, de faire les enquêtes nécessaires pour éclairer l'opinion. Ce que je dis dans le respect de la parole et dans le respect de l'opinion camerounaise. Maintenant, vous m'avez posé une question. Comment est-ce que, à un moment où tout le monde parle de coalition, nous entendons aller à cette élection? Je le redis ici, personne n'a désiré la coalition autant que moi, parce que c'est fondé sur l'expérience. Que si nous arrivions à faire une coalition, ou au moins une des grandes coalitions, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, je dis toujours, il ne faut pas que les Camerounais espèrent qu'il peut y avoir une coalition unique, ne serait-ce que parce qu'il y a une coalition qui vient de se former autour du candidat du RDPC, donc il faut faire attention quand on parle de coalition. Mais si nous formions une coalition avec un certain nombre de figures de proue qui comptent dans l'opposition, je pense que non seulement notre victoire serait certaine, mais elle serait d'une ampleur sans précédent dans l'histoire de notre pays. Parce que les temps sont mûrs. Les Camerounais sont préparés et prêts pour le changement. Les Camerounais veulent autre chose, à condition que nous leur présentions des candidats sérieux, un programme qui tienne la route, un programme réalisable, bien pensé et effectivement des gens qui ont montré qu'ils peuvent assumer valablement le service de la République. Donc nous y allons dans la recherche effectivement d'une dynamique, d'une synergie des forces de l'opposition. Est-ce que nous arriverons à réunir, à rassembler tous ceux qui comptent dans l'opposition? Nous y travaillons, je ne suis pas sûr, tel que les discussions que nous avons eues se présentent. Mais ce que je peux vous dire, et je l'ai dit ailleurs, il y a dans nos consultations qui ont commencé le 9 janvier de cette année, pour la formation d'une coalition, il y a certaines formations politiques qui ont accepté d'aller avec nous et d'autres, ça achoppe sur qui va être le porte-flambeau. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est ça la question. Qui portera le brassard de capitaine? Qui sera le porte-flambeau? Qui va tirer le pénalty? Je me suis proposé, mais il y a aussi d'autres prétentions que je respecte, mais chacun de nous fait des propositions sur la base d'un certain nombre d'éléments. Par le passé, et d'ailleurs je crois que l'idée circule encore, certains ont dit qu'il fallait, pour choisir ce capitaine ou ce tireur de pénalty, passer par les primaires. J'ai toujours dit, je ne suis pas contre les primaires, bien au contraire. Mais
j'ai dit, il faut répondre à un certain nombre de questions préalables pour que nous n'allions pas vers l'impasse ou un flop. Premièrement, qui va voter aux primaires? Donc, quel est le corps électoral? Est-ce que ce sont les militants? D'abord, est-ce que ce sont tous les Camerounais? Manifestement, ce n'est pas possible. Est-ce que ce sont les militants des candidats? Et tous les candidats n'ayant d'ailleurs pas des partis politiques, comment on fait? Et même si les uns et les autres sont portés par des partis politiques, est-ce que ce sont leurs militants? Et comment on en identifie? Est-ce que ce sont des militants encartés, c'est-à-dire qui présentent leur carte? Donc il faut définir quel est le corps électoral. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est où et comment est-ce qu'on vote? C'est-à-dire on met les bureaux de vote où? Et qui sont les scrutateurs? Est-ce que chaque candidat met son scrutateur, etc. Troisièmement, qui est l'instance qui va proclamer les résultats? Quatrièmement, quelle est l'instance chargée du contentieux éventuel? C'est-à-dire, si à l'issue des primaires, il y a des contestations, qui tranche? Cinquièmement, comment on finance? Voilà les quelques questions que j'ai posées depuis 2 ans. Je n'ai pas eu de réponse. Donc, nous devons, comme je le disais tout à l'heure, être sincères avec les Camerounais. Nous devons, c'est peut-être une très brillante idée, mais la mise en œuvre pratique me semble compliquée, en tout cas pas évidente. Et au lieu de travailler à répondre à ces questions, on me dit simplement, il ne veut pas des primaires, il ne veut pas aller. Je veux aller aux primaires, mais je ne veux pas aller aux primaires pour amuser la galerie. Je ne veux pas aller aux primaires pour que tout le monde dise après que c'était une catastrophe ou l'objet de dissensions au sein de l'opposition. La deuxième chose, c'est discuter maintenant pour savoir. Si on ne passe pas par les primaires, on fait comment? On peut se rencontrer et discuter. Mais lorsque vous allez à une telle discussion, chacun a de légitimes prétentions, de prétendre que lui, il peut être le candidat. Et j'ai toujours dit, est-ce que nous ne pouvons pas indiquer quelques éléments, quelques critères sur lesquels nous allons nous fonder pour dire, oui, moi, je me mets en retrait au bénéfice de tel. Parce que chacun de nous a des militants, a été investi par un parti politique. Et donc, s'il ne se présente pas, il faut qu'il puisse au moins expliquer à ses militants pourquoi il a préféré laisser la place à un autre. Et pour cela, il faut qu'il y ait des éléments objectifs. Et jusqu'à présent, je n'ai pas pu obtenir qu'on se mette d'accord. Donc, si nous disons il faut que X suive Y, il faut que X dise oui, effectivement, il y a tel critère qui a été retenu et je crois que Y réunit tous ces critères et nous pouvons nous mettre derrière lui. Sinon, c'est difficile. Et moi, ce que j'observe, c'est quoi? C'est que chacun arrive, et sans doute aussi, peut-être les médias n'y sont pas totalement étrangers, en disant, voilà, c'est moi, et puis, bon, soit parce qu'on est le parti le plus ancien sur la scène, soit parce que, bon, on avance d'autres arguments que l'on aurait. Mais si vous faites attention au débat dans les médias, ce qui me frappe, moi, personnellement, Maurice Kamto, président du MRC et candidat investi par mon parti, à l'occasion d'une convention ordinaire que vous avez dû suivre, c'est que tout le monde, je ne sais pas pourquoi, peut-être mes partisans ne sont pas assez incisifs là-bas, mais tout le monde me dit, presque tout le monde, aligne-toi soit derrière le bâtonnier à Keremouna, soit derrière M. Yoshua aussi, soit derrière M. Cabral Libi. Mais à aucun moment, je ne vois qui que ce soit dire, mais pourquoi est-ce que Cabral ne rejoint pas Kamto? Ou pourquoi aussi ne rejoint pas Kamto? Alors, moi, suis-je aussi handicapé, incapable que je ne puisse pas prétendre légitimement conduire justement cette coalition? Justement, là est notre préoccupation. Nos 3 prochaines questions, professeur Maurice Kamto, la crise anglophone dans un contexte électoral. Votre solution de sortie de crise, on parlera également de ce que vous avez vu dans le Grand Nord et on parlera de votre urgence le 7 octobre prochain. Si vous êtes élu, investi le 2 novembre prochain, quels seront vos chantiers prioritaires juste après ces 3 publicités? Goûtez la nouvelle bière Guinness Chocolate Stout. C'est bon. Voulez-vous essayer la nouvelle Guinness Chocolate? Très bon. Nouvelle Guinness Chocolate. C'est irrésistible. Guinness Chocolat. C'est délicieux. Énervez-vous. Est-ce que... C'est nouveau, édition limitée. Guinness Chocolate Stout. Guinness avec un goût chocolaté qui est simplement irrésistible. Profitez-en dans le bar le plus proche à 600 francs la bouteille. Chez vous, les stocks sont limités. Guinness, quelque chose en plus. Vente interdite aux personnes de moins de 21 ans à consommer avec modération.
Combi, ta vie a changé. Tu es devenu riche. Tu aimes dans le pays ici. C'est le nouveau loto 590 de premier bet qui m'a rendu riche, mon frère. Le loto 590. Le loto 590, c'est le nouveau jeu de premier bet. C'est facile. Rendez-vous chez un revendeur premier bet. Choisissez vos numéros entre 1 et 90 pariez 100 francs seulement. Ce n'est pas tout. Il y a 4 tirages par jour. À 11h, le tirage Bourri. 13h, le tirage Jeudi. 15h, le tirage Logo. Et à 17h, le tirage Mon Cameroun. Les résultats alors? Les résultats sont communiqués tous les jours à la télévision, à la radio, sur Facebook, Premier Games Cameroun, chez tous les agents revendeurs Premier Bet, directement sur votre téléphone portable, par WhatsApp ou par SMS. Oui, avec le loto 590, devenez riche à tout moment de la journée. Vous misez, vous gagnez, vous êtes payé. Cash! Premier Bet, la maison du bonheur. Salut les parieurs, la nouvelle saison de football reprend bientôt et Premier Bet veut vous donner toutes les chances de gagner gros. Pour ce faire, Premier Bet augmente toutes ses cotes pour la première journée de Première Ligue, pronostiquant correctement 10 matchs. Pariez malin, pariez avec Premier Bet. La crise anglophone continue de perdurer. Le cardinal Christian Tomi et d'autres dignitaires religieux ont convoqué pour la fin du mois d'août courant une conférence générale anglophone pour tenter une solution de sortie de crise. Professeur Kanto, cette crise anglophone, vous la voyez évoluer, vous voyez les différentes solutions qui sont envisagées, mais toujours les violences perdurent, déciment les populations, affaiblissent l'économie nationale. La CDC est presque en faillite aujourd'hui à cause de cette situation. D'ailleurs, le directeur général a fait une sortie pour demander aux gens de respecter le domaine de la CDC. 5000 employés de la CDC sont dans la nature, n'ont plus d'emploi, des hectares de terrain, de champs dévastés, et puis l'économie qui en prend un sacré coup. Je ne parlerai pas des impôts et de la douane, des villes mortes qui ralentissent l'économie nationale. Alors, cette crise anglophone, si vous êtes élu chef de l'État, que ferez-vous pour qu'on sorte de là? Merci beaucoup. Avec votre indulgence, un mot supplémentaire sur la coalition. Oui. Je disais tout à l'heure que personne n'a désiré la coalition autant que moi, et personne autant que moi n'a œuvré pour une coalition. Dès janvier, j'ai écrit, le début du mois de janvier, faisant suite à mon propos dans mon message de fin d'année au Cameroun, j'avais dit, en dépit de ce qui s'est passé par le passé, je suis prêt à aller rencontrer les dirigeants de l'opposition et de la société civile partout où ils voudront bien nous donner un rendez-vous. J'ai écrit formellement à tous les dirigeants de l'opposition, y compris à l'UNDP, n'est-ce pas? Y compris à l'UNDP. Et j'ai rencontré le bâtonnier Akeremouna dès le 9 janvier. J'ai rencontré le secrétaire général du SDF à la demande du chairman du SDF et ensuite le candidat du SDF, c'est-à-dire M. Yoshua, l'honorable Yoshua aussi. J'ai rencontré le Manidem, CPP, Offre Orange, le PURS. Je n'ai pas pu rencontrer, en dépit de mes efforts, le président de l'UDC et je n'ai pas pu encore rencontrer, évidemment, sans doute n'était-il pas disponible, l'UNDP. J'ai rencontré pratiquement tous les dirigeants de l'opposition, les personnalités de la société civile. Donc je voudrais que l'on cesse de croire que ce n'est pas moi c'est moi qui ne veux pas de la coalition. Je travaille pour la coalition, mais je veux que nous travaillions sur des bases objectives et sincères. Deuxièmement, je voudrais dire aux Camerounais que pendant mes consultations, je le répète ici, il y a un certain nombre de formations politiques et de personnalités qui ont accepté d'entrer dans une coalition avec nous. Je rendrai public cela après la publication par Elecam de la liste des candidats retenus pour la prochaine élection présidentielle. Nous gardons des contacts avec d'autres dirigeants éminents de l'opposition, avec lesquels nous sommes en discussion aussi, sans que je puisse garantir des résultats de ces concertations, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on achoppe surtout sur qui sera effectivement le porte-étendard. Maintenant, sur la crise anglophone, sujet éminemment sensible, au sens vraiment, j'allais dire, émotionnel, parce que ça touche à la vie des Camerounais. Je suis particulièrement malheureux quand je vois que des Camerounais tirent sur d'autres Camerounais. Quelles que soient les opinions des uns et des autres, pardon, ce sont des Camerounais. Et que nous aurions pu éviter cela. Et comment? Parce que depuis l'éclatement de la crise en fin 2016,
nous n'avons cessé de proposer des solutions. Et bien avant cela d'ailleurs, nous avions, dès 2012, dans notre projet de société, dit qu'il y avait un problème anglophone et qu'il fallait régler par le dialogue. Dès 2012. Dès 2012. C'est dans notre vision, sur notre site, en français et en anglais, depuis 2012. Parce que nous sommes à l'écoute du pays. Nous savions qu'il y avait un problème. Le 25 juin 2016, je l'ai redit lorsque j'ai tenu mon meeting à Bamenda, grand meeting, succès, qui a d'ailleurs été volontairement probablement noyé par cette affaire de 14 milliards dont nous venons de parler. Et c'est passé presque inaperçu parce qu'on ne voulait pas en parler. Grand meeting. Et j'ai dit au cours de ce meeting, il y a un problème anglophone, nous devons le régler vite et par le dialogue. C'était un de mes engagements. Si je deviens président de la République, ce sera un de mes dossiers prioritaires. Troisièmement, le 10 décembre 2016, je suis en meeting en Gaoundéré. Quand les premiers morts commencent à tomber, alors que quelques heures avant, j'avais vu cette image des jeunes filles qui étaient sorties de leur résidence ou de ce qui en tient lieu et que l'on roulait dans la boue, déjà je trouvais cela catastrophique. Et peu de temps après, il y a eu les premiers morts et j'ai dit c'est pas bon, il faut régler. Qu'est-ce que nous avions préconisé à l'époque? Premièrement, il faudrait que le chef de l'État s'y rende pour parler aux populations en direct. Vous allez voir, ça va tomber. Parce que dans une crise comme celle-là, parfois c'est aussi une crise, une demande de reconnaissance. C'est une demande de respect. Les anglophones avaient et ont le sentiment d'être des citoyens de seconde zone, d'être marginalisés, d'être méprisés. Si vous êtes chef de l'État et vous vous adressez directement à eux, vous les rassurez. Mais sachant et constatant que le président de la République n'était pas disposé à y aller lui-même, nous avons préconisé qu'il constitue une délégation politique composée d'autorités traditionnelles respectables, d'autorités religieuses respectables, de personnalités de la société civile et des représentants des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et pas seulement du RDPC, pour montrer qu'il s'agit bien d'une cause nationale. Donc, en prenant ces gens dans les différentes régions du pays, ce serait une délégation de l'ensemble du Cameroun qui va pour essuyer les larmes des anglophones, pour dire vous êtes nos compatriotes, vous êtes nos frères et sœurs. Nous sommes, et c'est pas simplement parce que nous sommes des Africains, nous sommes sur une question d'émotionnel. Les gens veulent aussi sentir qu'on est auprès d'eux et qu'on est soucieux de leur avenir. Et donc, en envoyant une telle délégation qui, dans mes propres propos à l'époque, est une délégation de paix, donc d'apaisement, avec quelques mesures d'accompagnement qui étaient, par exemple, libérer un certain nombre de personnes qui venaient d'être interpellées. À l'époque, au début, il n'y avait pas encore autant de gens qu'aujourd'hui. En les libérant et en envoyant cette délégation, je peux vous assurer que la tension tombait. Et derrière, deuxième temps, le chef de l'État mettait en place le cadre du dialogue. Dialogue inclusif, que les Camerounais réfléchissent, discutent ensemble pour trouver une solution à leurs problèmes. La question anglophone n'est pas une question étrangère, c'est une question camerounaise. Il faut qu'on cesse de croire que c'est une question qui touche une population étrangère et que ça ne nous concerne pas. Je dis souvent quand j'entends certains Camerounais parler, surtout peut-être francophones, qui disent oui, mais que veulent les anglophones? Et je dis que veulent les francophones? Que veulent les francophones? Parce qu'on parle d'anglophones comme si ce n'étaient pas des Camerounais. Ils n'ont pas demandé, comme nous n'avons pas demandé. Jusqu'en 2016, nous étions un seul pays qui s'appelait le Cameroun allemand avec K. C'est tombé sur nous en 2016. Ils n'ont pas demandé que les Britanniques viennent, tout comme nous n'avons pas demandé que les Français viennent. Et nous sommes tombés, condominium franco-britannique, mandat, puis tutelle. On a partagé le Cameroun et nous avons ce double héritage historique. Alors il ne faut pas faire comme si la question anglophone était une invention d'une partie des Camerounais qui veulent simplement embêter les Camerounais. Donc, dès lors que l'on comprend les choses de cette façon-là, on se dit oui, nous avons ce double héritage. Il y a des gens qui ont vécu une expérience historique différente de celle des francophones qu'il faut prendre en compte. Une fois qu'on a compris cela, la question anglophone est simple. Et je suis sûr qu'en mettant les Camerounais ensemble, nous pouvons, parce que nous avons des gens, des hommes et des femmes intelligents dans ce pays, nous pouvons arriver à une solution nationale acceptable sans avoir besoin d'interférences étrangères. Qu'est-ce que je fais si je suis président de la République, investi le 2 novembre, enfin en tout cas en novembre comme vous l'avez dit? Ma première sortie politique nationale sera dans la zone anglophone. La toute première sortie nationale sera dans la zone anglophone.
nord-ouest et sud-ouest. Je veux leur parler à mes frères. Et ils savent que je suis constant sur cette question, que je suis crédible, que je n'en fais pas une affaire de politique politicienne. Je le pense profondément. J'ai été, dans ma tendre enfance, de ceux qui ont eu le privilège d'aller dans la partie anglophone quand c'était encore la fédération. Nous avons perdu beaucoup de choses en nous abstenant de valoriser justement la culture anglophone parce que nous aurions gagné de beaucoup de choses. Le respect de la loi, le respect de l'autorité, la propreté dans les villes et des tas d'autres choses, la culture démocratique. Moi, j'étais dans une colonie de vacances, j'étais écolier à Bafoussa, mais nous sommes allés à l'époque à Victoria, comme on l'appelait alors. Et ce que j'ai vu était simplement effarant. Nous ne connaissions pas ça dans la partie anglophone. Des policiers gantés dans la partie francophone, des policiers gantés en blanc qui réglaient la circulation de manière impeccable, des jardins taillés Donc ça, c'était aussi une partie de notre histoire. Là, je reste en surface, mais on pourrait aller plus loin pour parler de leur système éducatif. Pourquoi est-ce qu'ils ont toujours été plus performants que nous sur le plan technique? Parce que, justement, dans le système éducatif anglophone, et c'est ce que je voudrais faire demain dans le domaine d'éducation, si nous avons l'occasion d'y revenir, on introduisait justement on introduisait la formation technique très tôt. Et alors que nos jeunes de ce côté-ci avaient des diplômes des lycées techniques et n'avaient jamais fait de manipulation en laboratoire, le jeune anglophone commençait ça dès l'entrée au collège. Donc lorsqu'il avait le CAP ou le CEP, il pouvait vous fabriquer techniquement tout ce qu'il fallait fabriquer. Donc nous avons perdu aussi énormément de choses en voulant justement noyer cette culture, cette part de notre héritage, cette partie de nous-mêmes. Et pour moi, ce sera une priorité. Donc, j'irai là-bas. Et ensuite... Allez-vous uniformiser les systèmes d'éducation parce qu'on en a deux? Non, certainement pas, parce qu'ils demandent précisément qu'on n'uniformise pas. Il y a des terrains, des questions sur lesquelles nous pouvons trouver des convergences. Mais il faut respecter, c'est une des particularités qu'ils demandent. Pourquoi ne pas respecter leur tradition, justement, d'éducation qui enrichira le système éducatif camerounais? Songez que lorsque vous allez, par exemple, au Canada, le système que vous obtiendrez au Québec, dans la partie francophone, n'est pas exactement le même que vous trouverez de l'autre côté, par exemple dans la partie anglophone à Calgary ou à Toronto ou ailleurs. Donc, c'est une richesse. Pourquoi nous aimons à ce point l'uniformité? Et donc, si un Camerounais veut faire des études de type anglo-saxon, au lieu d'aller à Londres ou à Washington, il peut aller dans la zone anglophone. Et vous avez d'ailleurs vu combien de francophones se sont précipités quand c'était possible d'aller former leurs enfants ou avoir leur éducation dans la partie anglophone. Donc, je crois qu'il faut éviter de nous faire des histoires, de nous gonfler la tête avec cette espèce de conception monolithique de l'État centralisé. C'est quand tout est décidé de Yaoundé que tout marche. Non, justement, c'est quand tout est décidé de Yaoundé que rien ne marche parce que c'est l'étouffoir. On ne peut pas croire que pour que je respire l'air à Bamenda ou à Boya, il faut que quelqu'un en prenne la décision à Yaoundé. Ce que les anglophones veulent, c'est quoi au fond? Quand je vous ai dit, ma sortie politique sera suivie ensuite de la mise en place du cadre du dialogue inclusif. Et je vous ai dit de façon constante, parce que j'ai discuté avec des dirigeants, enfin des personnalités anglophones importantes, ils veulent une large autonomie pour s'occuper de leurs affaires. Allez-vous accorder ça à l'ensemble des Camerounais sous la forme de l'État? Quel sera votre modèle de gouvernance? On va adopter cela pour l'ensemble des Camerounais avec la particularité dans les régions anglophones que si nous parlons de régionalisme, il faudra un statut spécial pour les anglophones. Parce que si vous donnez encore la même chose, vous restez dans l'uniformité, c'est-à-dire que la région du nord-ouest, enfin de l'extrême nord sera la même que la région du nord-ouest. Est-ce que la cohésion des territoires ne serait pas une meilleure forme de gouvernance, professeur Maurice Kamto? Qu'est-ce que vous mettez dans la cohésion des territoires? C'est-à-dire une uniformisation, mais qui pourrait imbriquer les deux systèmes à la fois, de la même manière que l'anglophone qui se trouve en partie francophone peut retrouver une partie de son style de vie ici, et vice-versa. Non, moi je perçoit pas les choses de cette façon. Pourquoi? Parce que rien n'interdit à une région ou à la partie francophone de tirer ce qu'il y a de meilleur de la partie anglophone. Et d'ailleurs, vous avez vu que les écoles anglophones, les collèges anglophones se multiplient dans la partie francophone. Pour autant, contrairement à ce que d'aucuns disent, oui, enfin, dans quelques années, tout le monde sera bilingue, ou les francophones parleront tous l'anglais et donc il n'y aura plus de problème anglophone. Là, c'est mal posé le problème parce que c'est pas ça la question. Les anglophones disent, nous avons de 1916 à 1961 une expérience historique qui fait partie de notre bagage, de notre culture, et nous voulons préserver
effectivement des éléments de cette culture. Nous devons respecter cela. Et donc, le fait de parler l'anglais dans la partie francophone ne veut pas dire que le problème anglophone n'existe plus. Vous voulez donc remettre en cause les accords de Fumban? Non, est-ce que les accords de Fumban disent quoi? Les accords de Fumban, d'ailleurs, eux, ils demandent justement de revenir aux accords de Fumban. Parce que si on revient aux accords de Fumban, c'est un État du Cameroun fédéral à 2 États. L'État fédéré anglophone ou du Southern Cameroun, du West Cameroun, comme on disait à l'époque, et l'État francophone. Or, justement, dans notre démarche, nous disons, si vous revenez simplement à un fédéralisme à 2, vous ne réglez pas... Peut-être vous donnez une réponse au problème anglophone, mais vous ne réglez pas complètement le problème de la réforme de l'État qui se pose au-delà du problème anglophone à l'ensemble du pays. C'est pour cela que nous disons réformons, mettons vraiment en place... Justement, en tant que constitutionnaliste, professeur Maurice Kamto, vous allez certainement engager des réformes si vous êtes élu. Très certainement. Les plus urgents seraient lesquels? Les plus urgents sur le plan constitutionnel, donc régler le problème anglophone avec... la prise en compte de la spécificité anglophone, soit dans le cadre d'un système fédéral, si c'est ce que les Camerounais veulent, soit dans le cadre, si c'est le système régional que l'on veut, un système régional avec un statut spécial. Comment se fera le choix? Par référendum ou par vote du Parlement? Non, parce qu'il faudra justement dans le dialogue. C'est ça l'important du dialogue. C'est ça l'utilité du dialogue. C'est que l'on définit, qu'on discute pour voir ce qui est possible. Parce que je dis toujours dans une discussion, c'est pas parce que je demande 2 bouteilles d'eau que vous me donnez toutes les 2. Si vous les avez pas. Vous pouvez dire, vous en demandez 2, mais j'en ai qu'une. Ou j'en ai 1,5. Donc, la discussion précisément vise à dire, nous sommes une nation, une même nation. Nous avons vécu ensemble au moins depuis 1900, pour ne prendre qu'à partir de 1961. De 1961 à 2018, nous ne pouvons donc pas jeter aux orties, n'est-ce pas, par les fenêtres, toute cette histoire commune. Il faut donc voir comment, tout en préservant cette histoire commune, nous pouvons prendre les préoccupations de nos compatriotes anglophones. Alors, donc, sur le modèle de gouvernance, professeur Kamto, allez-vous maintenir les délégués du gouvernement? Non, certainement pas. Ça, je peux être très clair là-dessus. On ne peut pas, c'est une absurdité. Et les gouverneurs de région? Les gouverneurs de région, non, parce que si que ce soit le régionalisme ou le fédéralisme, peu importe, parce que pour moi, ce sont des enveloppes, c'est le contenu qui compte. Donner l'autonomie aux régions pour permettre justement aux talents de s'exprimer, aux régions de respirer et tout cela. Il n'y a pas lieu de maintenir l'appellation de gouverneur. Vous pouvez avoir, et d'ailleurs, quand bien même si, pour une raison ou pour une autre, on gardait cette terminologie, il n'aurait plus les mêmes attributions. Parce que si le gouverneur aujourd'hui est le représentant du pouvoir de l'État dans le cadre de la déconcentration, il n'y a pas de décentralisation régionale au Cameroun, même au niveau municipal, c'est discutable en dépit de tout ce qu'on nous raconte. Donc, vous ne pouvez pas maintenir un délégué du gouvernement qui soit l'autorité exécutive dans la région. Ce sera le président du conseil régional élu ou le président de l'État fédéré qui aura effectivement l'autorité dans la région. Vous maintenez donc quelqu'un que l'on appelle gouverneur ou que l'on appelle commissaire de l'État. C'est-à-dire, en fait, même dans les systèmes régionaux, vous savez, dans les systèmes fédéraux, vous savez toujours qu'il y a un représentant du pouvoir central qui est là pour veiller à ce que l'État fédéré respecte les compétences qui relèvent de l'État central, de l'État fédéral. Oui. Par exemple, même si nous allons au fédéralisme ou à la région, on ne peut pas transférer, par exemple, la défense aux régions. On ne peut pas transférer la diplomatie. Il y a un certain nombre d'attributions qui relèvent de l'État souverain et dont on doit veiller, et aussi on doit veiller au respect de la Constitution par les entités fédérées ou par les entités régionales. Donc, il faut qu'il y ait un responsable au niveau de ces entités qui veillent à cela et puissent rendre compte au pouvoir central. Mais il ne peut pas peser sur le choix et les décisions de la collectivité décentralisée ou de la collectivité de l'État fédéré. Et donc, ça, vous avez dit sur la Constitution. Donc, on va acter dans la Constitution la réforme de l'État, mais il y a aussi quelque chose, je voudrais insister là lourdement. Je réintroduirai immédiatement, dans le cadre de cette révision constitutionnelle, la limitation du nombre de mandats présidentiels. Un mandat renouvelable une seule fois. J'ai entendu... certains bons esprits dire que je suis celui qui a aboli la limitation du mandat présidentiel que l'on a obtenu lourdement. Mais ce serait un mandat de combien d'années?
ça, je crois que pour être correct, si on est élu sur un mandat de 7 ans, il faut laisser ce premier mandat. Mais qu'à partir de là, puisque vous révisez la Constitution au cours de ce mandat, ça doit s'appliquer à partir du prochain mandat. Oui. Donc c'est de 5 ans. Donc, de 5 ans. Vous révisez à 5 ans. Et aurons-nous les élections à 2 tours? C'est ce que j'allais dire. Donc, deuxième réforme, élection présidentielle à 2 tours. Ce que nous faisons à l'heure actuelle est totalement absurde et antidémocratique. Nous faisons une élection à 1 tour. Cela veut dire que si les Camerounais éclatent et répartissent les voix, vous pouvez avoir un président élu à 25%, à 20% même. 20% d'électeurs, pas de ceux qui, des votants, pardon, pas d'inscrits, mais de votants. Ce qui déjà ne représente rien. Cela veut dire que vous pouvez avoir au final un président de la République élu avec 1 500 000 voix, 2 millions de voix sur une population de entre 25 et 30 millions. Ça n'est pas normal. La légitimité dans ce cas-là n'est pas suffisante. C'est pour cela que nous avons dit, nous introduirons la limitation, l'élection présidentielle à 2 tours. Tout comme nous ramènerons l'âge électoral de 20 ans à 18 ans, parce qu'il n'est pas normal qu'un jeune Camerounais soit pénalement responsable à 18 ans. Ça dit qu'on peut le condamner à mort, on peut le mettre en prison à vie à 18 ans. Mais qu'on nous dise qu'à 18 ans, il n'est pas assez mieux pour pouvoir choisir son président de la République. Donc il faut ramener cela à 18 ans. Et il y aura également un rééquilibrage parce qu'il faut que le Parlement joue un rôle plus important. Et au sein de l'exécutif, entre le Premier ministre et le président de la République, si on garde le poste de Premier ministre. Parce qu'il faut que le président de la République définisse la politique de la nation et que le Premier ministre ait tous les pouvoirs pour mettre cela en œuvre. Et qu'il ne soit pas là simplement comme une sorte de potiche, un pot de fleurs. Et on dit, d'ailleurs, vous savez que dans notre pays, plus on dit Premier ministre, chef du gouvernement, on sait qu'il n'est chef de rien. Donc il faut vraiment qu'il devienne chef du gouvernement. Donc, juste après la publicité, professeur, vous avez nous dit justement vos réformes sur le plan constitutionnel. Maintenant, allez-vous garantir l'indépendance de la justice? Si oui, comment comptez-vous lutter contre la corruption et l'égalité des chances? Comment permettrez-vous à chaque Camerounais d'avoir donnerez-vous à chaque Camerounais l'opportunité de saisir toutes les chances qui lui sont garanties dans ce pays? Et l'équilibre régional, cette fameuse théorie, qu'allez-vous en faire? Vous savez, c'est vrai, on ne pourra pas aborder toutes les questions parce que le professeur Kanto reviendra pour son grand oral. Son grand oral, ce sera face à vous et répondra à vos questions. Pour l'instant, nous structurons un tout petit peu. On veut avoir une idée de sa vision politique, de la lecture de son mandat. C'est juste une enveloppe, vraiment sur le squelette. On n'ira pas en profondeur de toutes les questions, puisqu'il reviendra, il prendra 3 heures d'antenne pour ne répondre qu'à vos questions. C'est vous qui lui poserez les questions en ce moment-là. During heavy rain, the wind can knock down the pole or an electric wire on your path. Electric current fuse. Be careful. In case of a problem or faced with a risky situation, call 8010 or inform us on facebook.com/myeasylife. J'ai choisi. Avoir accès à des formations de qualité à l'étranger et à monde entier, c'est possible avec l'Université Sacrée de Tunisie. Accéder à des formations de qualité en Tunisie, c'est un réseau de si grandes écoles qui offre des formations de pointe dans le domaine de la santé, de l'ingénierie, architecture et design, business, communication, informatique, droit. Et en plus, le logement est gratuit. Assistez à nos journées d'information le mardi 7 août 2018 à Yaoundé, Hôtel Djoga Palace. Le vendredi 10 août à l'hôtel La Falaise Douala et l'hôtel Sahel à Maroua. Le lundi 13 août à l'hôtel Relais Saint-Hubert à Daroua et l'hôtel Zingada à Bafoussam. Le mercredi 15 août à Garandéré, Transcam Hotel. Contact 699 91 33 11 691 75 04 98. Bienvenue au restaurant cabaret Braise d'Or Cristiano à Douala. Son cadre spacieux, chic, original, raffiné à la fois indoor et outdoor, son piano bar, son salon VIP s'ajoute au charme de la succulente cuisine africaine et européenne proposée par son personnel hautement qualifié. Le restaurant cabaret Braise d'Or Cristiano est situé sur la rue des Stars, nouvelle route Bonateki, face station MRS à Daïli-Douala. Contact 6 94 10 30 05 6 94 10 30 05. Restaurant cabaret Braise d'Or Cristiano. Votre appétit a enfin trouvé son palais.
Bienvenue au Cabaret Mouniengue. Enfin, votre nouveau cadre unique qui vous accompagne tous les week-ends pour vos moments de détente et de relaxation. De la musique live avec le plus grand orchestre de Douala. Tous les week-ends, vivez des spectacles avec les plus grands artistes locaux et internationaux. Le Cabaret Mouniengue, c'est son service et son confort. N'oubliez pas sa grillade. Désormais, pour vos week-ends, une seule adresse. Le Cabaret Mouniengue, situé à Bonabéry, Fongoudron Bonomicano. Contact 699 85 36 89 676 92 67 36. Mouniengue, Makossa Forever avec Radio Balafon. Cloutier Tikoso. Allez, merci d'être avec nous à cette heure, ces auditeurs. Il est 9h topé sur l'ensemble du territoire. Vous êtes très nombreux à poser des questions. Les questions sur le franc CFA, les questions sur la double nationalité, les déclarations des biens, ainsi de suite, la déclaration de ses propres biens, des problèmes, solutions pour la crise anglophone, il en a parlé. Que fera-t-il pour financer la recherche? Ce sont des questions spécifiques que vous poserez pour le grand oral, lorsque la Cour constitutionnelle va donner la liste définitive des candidats qui vont donc compétir. Pour l'instant, nous accueillons les candidats déclarés pour vous donner une idée de ce qu'ils comptent faire du Cameroun. Maintenant, comment compte-t-il le faire? Ce sera donc pour la prochaine fois. Qu'est-ce qu'ils comptent faire pour le Cameroun? Qu'est-ce que vous voulez faire pour notre pays? Qu'est-ce que vous voulez faire de notre pays? C'est ça qui nous intéresse dans ces premières parties d'entretien. Maintenant, la suite, c'est comment comptez-vous vous y prendre pour y aller? En ce moment-là, ils devront être beaucoup plus convaincants parce qu'il s'agit pour eux de séduire l'électorat. Pour l'instant, c'est juste les préliminaires, comme on pouvait dire, ou les primaires pour essayer d'avoir une lecture. Chacun, vous le savez, lundi, c'est Issa Biba de l'UPC qui viendra et les candidats déclarés, on ne sait même pas s'il va compétir, mais tous ceux qui sont déclarés viendront sur cette antenne vous donner une idée de ce qu'ils comptent faire. Kabralibi est passé, Akeremouna est passé, Joshua est annoncé, ainsi de suite. D'autres candidats sont passés, donc vous aurez tous les candidats déclarés, ceux qui veulent bien venir ici. Nous sommes 2 millions d'auditeurs, c'est quand même un terrain important. Vous donnez une idée. À partir de l'idée qu'ils vous donnent, maintenant vous allez préparer vos questions, parce que lorsqu'ils reviendront pour le grand oral, ce sera 3 heures d'émission. 3 heures pour convaincre, et là, je ne serai que le modérateur, peut-être même pas moi, mais quelqu'un d'autre, et c'est vous qui poserez des questions. Professeur Maurice Kamto, nous parlons il y a un instant de vos réformes. C'est sur la structure de l'État. L'indépendance de la justice est toujours décriée dans ce pays. On pense que l'État a une mainmise, l'exécutif a une mainmise sur la carrière des magistrats, donc peut manipuler et contrôler la justice. On a vu le cas de la CPI qui n'est pas complètement différent. Mais il y a également que dans un État de droit, il faut une justice complètement indépendante. Est-ce que ça existe ou c'est une utopie? Alors comment comptez-vous vous y prendre? Comment comptez-vous faire? Qu'allez-vous faire vous en tant que juriste pour donner à la justice toute sa place dans la société et donner à chacun une égalité devant la loi? Pour mettre fin à la loi des plus forts, oui, la justice des plus forts, la justice des vainqueurs, des riches et des puissants. Question éminemment importante. La première chose, c'est de dire que si on entend par indépendance de la justice l'absence de tout lien entre l'institution judiciaire et les autres corps de l'État, ça n'existe nulle part au monde. Vous savez que dans une grande démocratie comme les États-Unis, les juges de la Cour suprême sont nommés et en une bonne partie par le président des États-Unis lui-même, même s'ils ont un système de filtrage qui est justement le passage par le Sénat des candidats à nommer à la Cour suprême, etc. Et au passage, vous maintiendrez le Sénat? Oui, si on a la réforme de l'État que l'on veut avoir, il faut le Sénat à ce moment-là, parce que, vous savez, le Sénat dans la Constitution de 1996 avait un sens, dès lors qu'on parlait de la régionalisation de l'État. Parce que, au fond, pourquoi est-ce que nous critiquons le Sénat actuel? Et que, d'ailleurs, pour des raisons évidentes, nous ne nous sommes jamais présentés aux élections sénatoriales, c'est que le Sénat, à l'heure actuelle, ne représente rien. Le Sénat est élu par les conseillers municipaux. C'est contraire à l'esprit de la Constitution, pas à la lettre, parce que la révision constitutionnelle de 2008 avait astucieusement dit qu'en attendant la mise en place, vous savez, la formule camerounaise, en attendant la mise en place des régions, les sénateurs peuvent être élus par les conseillers municipaux. Donc, il n'y a pas violation de la loi, mais l'esprit de la Constitution voulait que le Sénat soit la chambre de représentants des régions. Si demain nous faisons un État vraiment de collectivité décentralisée, régionalisée, avec vraiment une autonomie régionale, ou un État
fédérale avec des entités fédérées, il faudra un Sénat parce que le Sénat représentera non pas les individus de la population, c'est l'Assemblée nationale qui le fait, mais les régions ou les collectivités fédérales. Donc je crois que le Sénat, dans tous les cas, puisque nous allons vers la réforme de l'État pour donner plus d'aération dans notre État, le Sénat aura sa raison d'être. Maintenant, je disais à propos de la justice qu'il faut réformer la justice et une des institutions à réformer absolument, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a une mainmise totale de l'exécutif sur le Conseil supérieur de la magistrature. Et j'en avais déjà fait la proposition après la loi de 1996 parce que j'avais eu l'honneur d'être invité par la Cour suprême pour faire, j'allais dire, comme on dit au Cameroun, la leçon inaugurale, c'est-à-dire le papier introductif à un colloque qu'ils avaient fait sur justement le pouvoir judiciaire, puisque c'est dans la Constitution de 1996 que pour la première fois dans notre histoire, la justice est pouvoir à côté du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Et donc j'avais dit, il faut diminuer l'emprise de l'exécutif sur le Conseil supérieur de la magistrature et faire que le Conseil supérieur de la magistrature soit présidé soit par le plus haut magistrat du pays, soit par quelqu'un, mais en tout cas pas par le président de la République. L'exécutif peut être représenté au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Mais comme vous le savez, le Conseil est présidé par le président de la République. Je crois le rapporteur du Conseil, c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et je crois qu'il y a d'autres membres, y compris le Conseil juridique du président de la République. Il y a quelques parlementaires qui sont représentés. Mais pour l'essentiel, c'est vraiment l'exécutif. Et donc, et cela aussi est à l'origine de la même mise de l'exécutif sur la magistrature. Il faut, chez nous, il n'y a pas de véritable distinction entre les juges du siège et les magistrats du parquet. Donc, si on peut concevoir que pour garder un certain rapport avec la justice, l'exécutif continue effectivement à avoir le contrôle sur le parquet, il faudrait que les juges du siège, dont la magistrature assise, comme on dit, soient réellement indépendants du pouvoir exécutif, de manière à pouvoir rendre la justice, comme le dit le statut de la magistrature, uniquement selon la loi et la conscience des magistrats. L'autre chose, c'est il y a déjà eu quelques progrès par rapport à ça, c'est d'amplifier l'autonomie financière de la justice, de voir comment on fait les promotions de carrière au sein de la magistrature. L'autre chose, à mon avis, pour renforcer la réforme du système judiciaire camerounais et surtout diminuer l'ampleur de la corruption que l'on dénonce. Hein. C'est pas moi qui le dis, vous prendrez les rapports de la CONAC et d'autres organismes internationaux. On dira que la magistrature, comme d'ailleurs divers autres corps de l'État camerounais, sont assez corrompus. Je pense qu'il y a d'excellents et de bons magistrats intègres dans notre magistrature. Malheureusement, ce ne sont pas ceux qui sont à la tête des institutions de la magistrature, c'est-à-dire que ce soit à la Cour suprême ou à la tête des cours d'appel ou des principaux tribunaux de grande instance. Je pense qu'il faut effectivement retrouver ceux-là, comme il faudra les retrouver dans la fonction publique, comme il faudra les retrouver dans la police pour les mettre en capacité de servir leur pays avec leurs compétences. Il y a un point que vous avez soulevé qui est extrêmement important, c'est à propos de la lutte contre la corruption et la déclaration des biens et avoirs. J'ai dit, je le répète ici pour vos auditeurs, que dès 2006, c'est quand même, on parlait tout à l'heure de ce que nous avons fait au ministère de la Justice, c'est une des choses que nous avons faites. Nous avons élaboré le projet de loi qui est devenu dans la loi de 2006 sur la déclaration de biens et avoirs, qui est donc la loi d'application de l'article 66 de la Constitution. Tout ce qui reste, c'est de mettre en place le comité devant lequel on fait la déclaration. Et ça, c'est un acte de l'exécutif, c'est un décret. Ce décret, nous l'avions préparé, il existe, mais il n'a jamais été signé. J'ai pris l'engagement que ce sera le premier texte que je signerai. Pourquoi? Parce que moi-même, je tiens à déclarer mes biens et avoirs avant de commencer à exercer. Je veux que les Camerounais sachent quelle est ma fortune, si j'en ai une, à quoi ils peuvent s'attendre
lorsque je vais quitter justement mes fonctions. Ils pourront donc faire la comparaison entre ce que j'avais au moment où je suis entré en fonction et au moment où je pars, à partir de ce qui est considéré comme pouvant être les revenus officiels d'un chef d'État, parce que ça doit se savoir aussi. Donc moi je pense que c'est une nécessité, parce que si tous ceux qui sont cités dans la Constitution et dans la loi de 2006 déclarent leurs biens et avoirs, je crois que ce sera déjà un début important de lutte contre la corruption. Vous n'aurez pas un fonctionnaire qui va venir vous dire que c'est parce qu'il est, je sais pas moi, vendeur de cacao qu'il est devenu multimilliardaire. On dira, vous êtes fonctionnaire, à telle position, voici votre salaire mensuel. Même en cumulant avec tous les avantages et intérêts, vous pouvez espérer à ceci. Alors, si vous avez 10 fois plus, il faut que vous nous expliquiez, il y a un problème, il y a un problème quelque part. Et donc, ça, c'est important. C'est, à mon avis, le premier pas de la lutte contre la corruption. Les autres mesures... Et la justice sociale? Juste je termine sur la lutte contre la corruption. Vous voyez que maintenant, il y a, on peut dire globalement, 3 organismes principaux de lutte contre la corruption. Il y a la CONAC, il y a la NIF, c'est-à-dire l'Agence nationale d'investigation financière, et le ministère chargé du contrôle supérieur de l'État. Avec ceci de particulier que tous ces organismes font leur rapport, mais l'adresse au chef de l'État. Ils n'ont pas de compétence pour saisir les tribunaux. Moi, je vais leur donner la compétence pour saisir les tribunaux. C'est-à-dire, dès que votre contrôle aboutit justement à des faits établissant l'indélicatesse d'un ministre ou d'un fonctionnaire, que vous saisissiez la justice. Vous n'avez pas besoin que moi, chef de l'État, je vous donne l'autorisation de le faire. Parce que c'est ça aussi qui bloque et continue à entretenir la corruption. Maintenant, en ce qui concerne la justice sociale, vous avez raison de poser cette question, parce que nous sommes devenus un pays où l'ascenseur social a été cassé. Moi, je suis d'une génération où on pouvait travailler dur, être fils de paysan, être fils de commerçant comme moi, travailler dur et se dire un jour je peux arriver au sommet. Aujourd'hui, ça n'est plus possible avec le système actuel. Nous, quand on finissait nos études à l'université de Yaoundé, les meilleurs avaient le choix entre aller à l'IRIC, aller à l'ENAM, aller dans toutes les grandes écoles. C'était ouvert. Aujourd'hui, il faut connaître quelqu'un. Il faut avoir un certain patronyme, être fils d'eux, ou savoir passer par telle ou telle relation qui peut vous faire la courte échelle. Ça n'est pas possible, parce qu'un pays où l'ascenseur social est cassé va atterrir mal. Vous savez très bien, comme moi, que lorsque l'ascenseur se casse, la chute est catastrophique. Pourquoi? Parce que les jeunes frustrés et sans perspective vont un jour nous le rappeler de façon violente, de façon bruyante. Et nous n'avons pas besoin de construire une telle société. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cesser de faire ce que je vois. Vous avez parlé de l'équilibre régional. De faire que les concours, ou même cet équilibre-là, soient des prétextes pour prendre les enfants des mêmes. Si, la formule que nous proposons, sans nier le fait qu'il y a des disparités au Cameroun, et que si nous disons simplement la méritocratie à 100%, il y a des régions, malgré tout, qui ne seront jamais représentées dans les structures de l'État et de la fonction publique. Nous devons être réalistes et être au contact de notre pays. Parce que l'effort qui devait être fait au cours des 30 ou 40 dernières années pour amener les régions sous-scolarisées au même niveau n'a pas été fait. Et donc, nous devons acter le fait qu'il y a encore un déséquilibre et que ce travail doit être fait. Mais comme je le dis, par parenthèse, pour moi, ce n'est pas à vie. Nous pouvons dire comme pays qu'en 10, 15, 20 ans, nous allons amener ces régions au même niveau et à ce moment-là, on pourra instaurer la méritocratie. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, je dis, pour moi, si on peut décider que si nous faisons un concours, par exemple, un concours administratif, nous disons 50% au mérite. Les 50 premiers, si c'est 100 places, 50 premiers au mérite, d'où qu'ils viennent. Maintenant, les 50 autres, nous essayons effectivement de prendre en compte, non seulement d'ailleurs ce déséquilibre dans le niveau d'éducation, mais également les catégories favorisées. J'ai dit, et je le répète ici, pour moi, dans tous les concours administratifs, 5% au moins des places seront réservées aux personnes vivant avec un handicap. 5% au moins dans un premier temps. Et donc, il faut que les personnes vivant avec un handicap, paralysées, aveugles et toutes sortes de handicaps puissent avoir aussi leur chance parce que ce sont des Camerounais. Ils n'ont pas demandé à être handicapés. D'ailleurs, nous sommes tous potentiellement des handicapés. Vous pouvez prendre votre véhicule et avant d'arriver chez vous, vous faites un accident, vous devenez handicapé. Donc, on doit leur donner une chance. Voilà comment, effectivement, nous entendons
donner une chance à tous. Mais je ne peux pas ne pas vous dire que nous devons remettre l'accent sur l'éducation. Je viens d'une tournée dans les régions de l'extrême nord et du nord. Et ce que j'ai vu n'est pas brillant. Je n'ai même plus le courage de décrire cela parce que vous êtes un média suivi en dehors du Cameroun, parce que quelquefois, je me suis dit, mais enfin, ça fait honte non pas seulement à ceux qui dirigent et qui mettent notre pays dans cette situation, mais ça fait honte à nous-mêmes tous Camerounais, parce que ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal, mes chers amis, qu'on puisse voir au Cameroun. J'ai vu de mes yeux, et c'est pour cela que j'aurais jamais cru si on me racontait en 2018 au Cameroun, il y a des Camerounais qui attendent qu'il pleuve pour qu'il y ait des flaques d'eau. Il y a des flaques d'eau pour qu'ils aient de l'eau à boire, qu'ils boivent dedans. Mais s'ils ne buvaient que ça, ce serait encore déjà pas acceptable, mais passe qu'ils boivent des flaques d'eau. Mais je vous ai vu, j'ai vu les Camerounais boire dans une flaque d'eau de pluie, dans laquelle on venait de laver des bêtes, des animaux. Je le dis, et ça, c'est insupportable. Ne serait-ce que pour cela, je me battrai jusqu'au bout. Aujourd'hui et demain, jusqu'à mon dernier souffle. On ne peut pas vivre avec ça. On ne peut pas voir ça et aller dormir tranquille dans un pays comme le nôtre, aussi riche que le nôtre. Donc ça, nous allons combattre. On peut rendre l'eau disponible à ces populations. Je suis allé inaugurer un forage d'eau que nous avons offert à la population du village de Glouglou. C'est dans l'arrondissement de Doukoula. Je ne vais pas dire c'est le village de telle ou telle personnalité. Il ne s'agit pas de régler des comptes ici, il s'agit de régler les problèmes des Camerounais. Et j'ai été touché, bouleversé au plus profond de moi quand le groupe de mamans chantants qui sont venus nous accueillir lorsqu'on inaugurait le forage ont dit, vous voyez, depuis nous n'avions jamais eu d'eau propre, vous voyez, nous aussi on est propre. C'était émouvant, vous voyez, c'est pathétique. Et donc c'est ça notre pays. Nous ne pouvons pas faire la politique en nous contentant simplement de profiter du micro que nous tend Radio Balafon. Nous devons aller sur le terrain et toucher la réalité du doigt. Et je voudrais que ceux qui prétendent diriger le Cameroun demain, à commencer par le candidat du RDPC, par le candidat, le président sortant, qu'il aille là où nous sommes allés, qu'il aille à Poli pour se rendre compte qu'il n'y a pas de route entre Poli et Garoua. Poli qui est le chef du département de Faro depuis l'indépendance, que c'est une route absolument impraticable. Pourtant, quelle merveille! Lorsque vous avez franchi cette montagne, à partir de laquelle vous descendez pour tomber dans la plaine de Poli, à couper le souffle, vous dites que le Cameroun est beau, mais vous n'avez rien vu. C'est juste exceptionnel comme pays. Parce que si vous allez faire un parcours pédestre là-bas, tous les touristes du monde voudraient le faire parce qu'il y a une chaîne de montagnes qui, justement, vient clore cette plaine absolument incroyable au fond. Et donc, voilà notre pays aussi riche, aussi beau, mais justement qui est dans l'état dont je viens de vous parler. Donc que chacun aille voir. Et moi, je vais continuer à aller vers les Camerounais parce que c'est eux qui importent à mes yeux. Je voudrais demain, président de la République, mettre en avant tous ceux qu'on ne voit pas. Ces pauvres-là. Parce que c'est eux qui tiennent ce pays. C'est 70% des Camerounais qui se lèvent au petit matin, qui travaillent. Je peux vous dire que dans l'extrême nord, vous ne trouvez pas un centimètre carré qui ne soit pas cultivé, labouré. Ce sont des populations travailleuses. Mais à quoi ressemblent-elles? Elles sont complètement, j'allais dire, sous un système féodal, sous la pression, les menaces, les intimidations. Quand ils disent qu'ils votent pour le MRC ou quand ils viennent voir, écoutez seulement le dirigeant du MRC, qu'est-ce qu'on fait? On leur arrache leurs champs, on les chasse du village, on leur prend leur propriété. Je dis ici à votre micro, et si quelqu'un peut penser que il peut aller, et parce que nous pouvons donner les faits, nous pouvons donner les noms. Ça, c'est la réalité dans notre pays. Et c'est pour cela que la bataille à venir sera une bataille cruciale parce que nous n'accepterons pas que l'on continue de brimer nos populations et qu'on les empêche d'exercer leur choix libre. Nous serons à leur côté, croyez-moi. Le Cameroun ne se limite pas à Yaoundé et à Douala. Le Cameroun, c'est plus vaste que ça. Le Cameroun, c'est 25 millions d'habitants. Et moi, je n'accepterai pas que l'on continue justement de maintenir des Camerounais en esclavage parce qu'on veut continuer effectivement à préserver ses privilèges. C'est cette population-là qui compte à mes yeux. Je sais ce que c'est que se lever à 4 h du matin, aller au champ,
Moi, je n'ai pas découvert ça à travers la vitre de mon véhicule. Je suis fils d'un commerçant qui avait des champs, comme tout le monde à Bafoussam d'ailleurs. À Bafoussam, même les fonctionnaires ont des champs. Donc, je sais comment on se lève à 4 h du matin pour aller au champ un samedi et ne rentrer que dimanche. Je sais comment on rentre avec un régime de plantain sur la tête. Je sais comment on rentre avec un fagot de bois pour la tête, sur la tête. Et c'est pour cela que je parle. Ceux qui veulent me présenter aujourd'hui comme quelqu'un peut-être qui a vécu et n'a été que ministre ne me connaissent pas. Qui se donne la peine de demander qui est Kamto. Si je me suis levé pour mon peuple. Et croyez-moi, personne ne me fera croire que je n'ai pas le droit de parler pour eux, de me battre pour eux. Ça, je le ferai jusqu'au bout. Professeur Kamto, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Allez, on est sur la radio. À l'instant, on est sur la radio. On est dans le vrai Cameroun. On est dans le vrai Cameroun. C'est bientôt la rentrée scolaire. Comme chaque année, pour aider parents et enseignants à préparer la rentrée, il y a la bière 100% camerounaise, Kati Bière. Regardez sous le joint plastique de votre capsule et gagnez des kits scolaires, des bourses en cash de 25 000 francs, des couvertures pour votre santé d'une durée d'1 an et des milliers de bouteilles gratuites. Parle pour l'interview en anglais. Vous serez très jolis à la rentrée scolaire. On fait l'interview en anglais alors. Avec Kati Bière, savourez la qualité. Kati Bière, elle est 100% camerounaise. Au revoir. Allez, l'Union camerounaise des brasseries revient aux côtés des parents. Vous le savez, le programme Quality Back to School soutient les parents et les enseignants, tous ceux qui prennent soin de ceux qui ont soif d'apprendre depuis le 16 juillet 2018. Et comme chaque année, UCB et la Fondation Kadi Defosso-Joseph apportent le soutien nécessaire d'une entreprise citoyenne à ses fidèles consommateurs. UCB accompagne les parents à ce moment clé de la vie des jeunes et des moins jeunes pour renforcer le socle du développement d'une nation, c'est-à-dire l'éducation. C'est l'engagement à la proximité avec les parents d'une entreprise citoyenne. En synergie avec la Fondation Kadi Defosso-Joseph et le ministère des Enseignements secondaires, UCB soutient les familles camerounaises pour faciliter le retour à l'école. La qualité confirmée des produits UCB va de pair avec l'importance accordée depuis toujours au plus noble des métiers du monde, celui du partage, de l'instruction et de l'éducation, l'enseignement. A gagné donc pour cette édition 2018 des kits scolaires constitués d'un sac de 10 cahiers, 2 trousses, règles, 2 stylos, une gourde à retirer dans le centre de distribution UCB le plus proche. Des beaux scolaires de 25 000 francs CFA chacune. Il faut donc regarder pour cela sous la capsule et courir au centre UCB le plus proche. Des couvertures santé en partenariat avec les assurances AGC dont la validité est de 1 an. La KDB et les AGC s'occupent de votre santé pendant 1 an. Si vous avez une capsule à l'intérieur de laquelle est inscrite l'expression une année de couverture d'assurance maladie, faites-vous enregistrer dans le centre UCB le plus proche. On vous indiquera un centre de santé partenaire pour s'occuper de vous dans la localité la plus proche. Des bouteilles gratuites de KGB pour les consommateurs de plus de 21 ans, évidemment, à échanger dans les points de vente et bars de nos villes. Pour ceux qui prennent soin de nos enfants et les apprêtent pour les défis de l'Afrique de demain, je parle des enseignants. UCB a préparé des présents à la hauteur de leur sacrifice quotidien. Il s'agit des ordinateurs portables, des chèques pour les meilleurs d'entre eux. En attendant, savourez la qualité camerounaise. Dégustez la fine mousse de la plus célèbre des bières blondes du Cameroun. Si vous avez des questions, appelez le 656 074 341. 656 074 341. KDB 100% camerounaise, rien que pour vous. Bientôt la rentrée scolaire. Attention 24 à Gouma. Pour aider parents et enseignants à préparer la rentrée, il y a la bière 100% camerounaise, Kati Bière. Regardez sous le joint plastique de votre capsule et gagnez des kits scolaires.